Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show. Ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné comme à l'accoutumée de Gamal Abina. Bonsoir Gamal. Badis Nissa est également avec nous. Bonsoir, Bonsoir Badis. Faisal Matawi est également autour de la table. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhed. Et puis il y a comme d'habitude Mehdi Rezar. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Nouhed, bonsoir messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Au sommaire, ce soir, mesdames et messieurs, l'audience accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au général d'armée Michael Langley, commandant du commandement militaire américain pour l'Afrique. Retour sur la libération de Navarro Canada Joaquim, le ressortissant espagnol qui avait été enlevé le 14 janvier 2025 dans la zone frontalière algéro-malienne. Nous consacrerons également la majeure partie de cette émission à la brouille entre Alger et Paris, alors que l'extrême droite poursuit sa campagne hystérique contre le gouvernement algérien. Et on entame cette émission avec l'activité présidentielle. Je le disais à l'instant, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu donc en audience le général d'armée Michael Langley, commandant du commandement militaire américain pour l'Afrique, et la délégation qui l'accompagnait, Faisal Matawi. Les deux parties ont évoqué les affaires militaires, la coopération sécuritaire, donc militaire et stratégique entre l'Algérie et les États-Unis. Absolument, c'est un accord très important. Il faut noter que l'AFRICOM, qui est un commandement des États-Unis en Afrique, qui est installé à Stuttgart en Allemagne, les chefs de ce commandement, très important pour l'armée américaine, ont toujours rendu visite en Algérie ces dernières années. D'ailleurs, Michael Langley, général d'armée Michael Langley, qui est l'actuel commandant, a visité l'Algérie pour la 3e fois. La dernière fois, c'était en juillet 2024. Et à chaque fois, il y avait insistance sur la nécessité de consolider la relation stratégique militaire et de sécurité. D'ailleurs, M. Langley, au sortir de l'audience accordée par le chef de l'État, il a bien rappelé que l'importance de cette coopération, parce que les deux parties ont tracé des objectifs, notamment en matière de stabilisation, de stabilité surtout dans la région du Sahel. Et les États-Unis savent que l'Algérie est une armée forte, qui maîtrise le terrain, qui connaît parfaitement la lutte contre la subversion et le terrorisme, parce que l'Algérie a subi dans sa chair le terrorisme dans les années 90. Et donc les États-Unis comptent avec des partenaires fiables et qui sont sérieux. Parce qu'il faut noter aussi que cet accord a été signé 2 jours seulement après l'investiture du président Donald Trump, 47e président des États-Unis. Ça souligne aussi que depuis très longtemps, entre Alger et Washington, il y a un dialogue stratégique qui prend en compte plusieurs aspects, notamment l'aspect militaire, renforcement de la coopération militaire, l'aspect sécuritaire, parce que la sécurité, maintenant, elle est multiple, vous le savez. Il y a la sécurité contre le terrorisme, la cybersécurité, la sécurité maritime. Et l'Algérie est une grande puissance maritime en Méditerranée. La sécurité dans les territoires, comme dans la région du Sahel, etc. Et tout le monde sait ce qui se passe au Sahel actuellement avec des groupes terroristes, des groupes armés qui parfois sont soutenus en dehors de l'Afrique pour semer l'instabilité. D'ailleurs, l'Algérie, entre parenthèses, a organisé une très importante conférence à l'ONU, parce que l'Algérie préside actuellement le Conseil de sécurité de l'ONU, pour aborder cette thématique du terrorisme qui a été quelque peu oubliée, parce que dès que le terrorisme quitte le territoire européen ou quitte le territoire du Nord, ça n'intéresse plus personne. Et donc cette coopération, je pense, elle est très importante dans le futur entre les deux États, donc qui espèrent à travailler ensemble pour aboutir donc à cet objectif de sécurité et de stabilité. Et on rappelle également que le général d'armée Saïd Chengriha ainsi que le commandant du commandement militaire américain pour l'Afrique ont signé un mémorandum d'entente instituant l'ensemble des objectifs sécuritaires communs construits entre les deux pays depuis plusieurs années. Autre activité à retenir cette semaine, Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, a présidé ce jeudi une réunion sur la lutte contre le terrorisme, une réunion du Conseil de sécurité. Badis Nissa, son objectif, c'était d'examiner l'expansion des activités terroristes sur le continent africain et mobiliser la communauté internationale. Tout à fait. Il faut rappeler que l'Algérie, en matière de lutte antiterroriste, est devenue une référence incontestable, d'accord, donc dans l'équation sécuritaire. Et d'ailleurs, elle s'attelle ardemment à élaborer une architecture sécuritaire innovante, adaptée en fonction justement des mutations de ce terrorisme international que l'Algérie a connu
avant même tout le monde. Donc il est fondamental aujourd'hui de rappeler aussi que ce qu'a fait d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, une radioscopie, notamment un diagnostic de ce que c'est aujourd'hui le tissu terroriste. D'ailleurs, il a qualifié aujourd'hui de armée terroriste et non pas de groupe terroriste, et c'est très important de le dire, et c'est pourquoi les États, notamment avec l'Algérie comme locomotive au Sahel, se doivent justement d'adapter et surtout de réajuster leur approche en matière de sécurité. Aussi, s'atteler aux sources du problème, à savoir, on avait évoqué le développement économique des peuples africains, mais aussi le financement de ce terrorisme, et d'ailleurs la résolution qui a été votée à la demande de l'Algérie, au Conseil de l'Algérie, n'est encore une fois une preuve justement de reconnaissance. Et une reconnaissance aussi par les puissances mondiales. On a évoqué l'Africom avec les États-Unis. L'Algérie a une diplomatie équidistante qui lui permet aujourd'hui n'avoir aucun grief d'abord avec les grandes puissances, mais au contraire d'être disposé à travailler main dans la main, à coopérer notamment tant sur la sécurité que sur le développement du continent africain, et aussi être acteur et vecteur de stabilité et garant de paix notamment, puisqu'elle prône toujours cette solution pacifique, à savoir le dialogue, le débat, la concertation, la collégialité, et combien même, j'irai plus loin, ce que j'ai qualifié de diplomatie collaborative, dans laquelle justement il y a cet intérêt commun qui prime toujours. Et l'Algérie, je pense, a démontré par son ADN ses valeurs, notamment diplomatiques, mais aussi sa bienveillance et son engagement, je dirais, sans faille, pour l'intérêt commun, que ce soit en Afrique ou même dans le monde, puisqu'elle a su le démontrer aussi par sa présidence au Conseil de sécurité, où elle prône toujours ce vivre ensemble, cette paix et surtout je dirais, développement, l'équité devant le développement et la justice devant le développement. Maintenant, si vous me permettez juste rapidement, Ahmed Attaf aussi a souligné un point très important qui est le déplacement de l'épicentre du terrorisme vers le Sahel. Et ce n'est pas anodin aujourd'hui. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas innocent, j'ai envie de vous dire. Plus de 400% notamment d'actes terroristes, avec plus de 13 000 morts jusqu'à septembre, les 9 premiers mois 2024. C'est pour vous dire qu'effectivement, il y a danger, il y a urgence. Et c'est pourquoi l'Algérie s'attelle, encore une fois, s'engage pleinement avec tous ses partenaires de toutes les puissances, avec l'ONU, le Conseil de sécurité, mais également à l'échelle régionale et continentale, pour jouer pleinement un rôle prépondérant et être ce curseur de stabilité. On écoute. Si vous permettez, l'Algérie, c'est la locomotive de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le président Abdelmadjid Tebboune, d'ailleurs, il est chargé par ses pairs africains pour coordonner les actions antiterroristes. Et l'Algérie privilégie en plus des accords avec des grandes puissances comme les États-Unis. Les États-Unis eux-mêmes ont souffert aussi du terrorisme, des attentats de 2001. Donc l'Algérie privilégie actuellement un travail de collaboration avec les armées africaines. Parce qu'on a sous-entendu ailleurs que lorsque l'armée française a quitté le Sahel, c'est fini. Vous allez être avalé par les groupes terroristes, etc. Et on voit que les armées africaines se consolident, se renforcent, que ce soit l'armée nigérienne, l'armée burkinabé, l'armée malienne, l'armée mauritanienne, qui travaillent. Certaines armées de la région voudraient travailler en coordination avec l'Algérie parce qu'il s'agit aussi de trouver des solutions sécuritaires, militaires, logistiques et opérationnelles interafricaines, tout en travaillant aussi avec d'autres puissances. Cette solution africaine au problème de sécurité, elle est peut-être la meilleure pour sortir le continent de ce phénomène qui n'arrive pas, qui ne s'arrête pas. À ce propos, on écoute justement Ahmed Attaf lors du Conseil de sécurité. Les principes directeurs de l'Algérie, adoptés récemment par le comité de lutte contre le terrorisme de l'ONU, ont pour objectif précisément de braquer les projecteurs sur ce fléau. Et c'est dans ce contexte que l'Algérie continue de s'acquitter de ses obligations à l'échelle continentale, en sa qualité de champion de l'Union africaine dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, plutôt, ont en effet confié cette tâche louable au président de notre pays, Abdelmadjid Tebboune. C'est également dans ce contexte que l'Algérie a pris l'initiative de convoquer la présente réunion afin de tirer la sonnette d'alarme quant à la situation très grave due à l'expansion du terrorisme en Afrique. Notre objectif étant de mettre en exergue la nécessité impérieuse
de donner un nouveau souffle aux efforts internationaux de lutte contre ce fléau. Ce faisant, nous sommes intimement convaincus que l'Afrique ne sort pas à une menace locale, mais bien à une menace planétaire, une menace qui se joue des frontières et qui n'épargne personne. Le sort de l'Afrique aura, tôt ou tard, de vastes ramifications qui se feront ressentir bien au-delà des régions de l'Afrique touchées, bien au-delà du continent. Et enfin, les défis auxquels se heurte l'Afrique nécessitent une nouvelle approche fondée sur un engagement international renouvelé en vue de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin et de faire cesser de toute urgence la propagation de cette menace avant qu'il ne soit trop tard. Et cette croyance s'ancre dans l'expérience difficile mais couronnée de succès de l'Algérie dans sa lutte contre ce mot. En effet, l'Algérie connaît bien la réalité du terrorisme. L'Algérie a dû combattre le terrorisme seule dans les années 1990, alors que d'autres avaient décidé de détourner le regard. Au bout du compte, l'Algérie a triomphé du terrorisme grâce à la robustesse de ses institutions, à sa riposte globale et, plus important encore, à l'unité, à la résilience et à la détermination de sa population. Mahdi, on vient de le voir, l'Algérie veut réaffirmer son rôle dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Écoutez, comme l'a si bien dit notre ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, l'Algérie, dans le domaine sécuritaire et dans le combat contre le terrorisme, est un exemple mondial. Il faut le dire et le redire. Notre ministre l'a si bien dit, l'Algérie, quand elle a subi la décennie noire, elle s'est battue avec ses hommes, avec ses femmes, avec son peuple, avec tous ses corps de sécurité, seule, sans l'aide ni l'assistance de aucun pays dans le monde. Il faut le savoir. L'URSS venait de chuter suite à la chute du mur de Berlin. On était sous embargo militaire parce qu'ils avaient peur, les pays occidentaux avaient peur que les armes soient détournées par les terroristes. Et dans la lutte contre le terrorisme, justement, l'Algérie a dépensé des milliards et des milliards de dollars sans limite. Elle n'a jamais demandé un remboursement à qui que ce soit, pour justement aider les pays limitrophes, les pays amis, et pour aider l'Afrique aussi dans toute sa grandeur. Donc, en termes d'exemplarité de lutte contre le terrorisme, au XXIe siècle, il n'y a pas un pays comme l'Algérie qui a pu autant subir, mais aussi autant combattre le terrorisme. Donc c'est pour ça qu'on a cette légitimité aux yeux du monde, aux yeux des Américains en l'occurrence, c'est pour ça qu'ils sont chez nous, et aux yeux du monde entier, pour savoir comment vaincre le terrorisme. L'Algérie a éradiqué le terrorisme. C'est très très important de le dire. Aujourd'hui, en 2025, on a moins de risques de subir un acte terroriste en Algérie qu'en Europe. C'est clair. On a moins de risques de subir un acte terroriste en Algérie qu'aux États-Unis. Donc il faut savoir dire les choses et il faut savoir recontextualiser les événements du moment. Donc nous sommes un pays sûr, nous avons une sorte de bagage par rapport à ça, et les grands pays de ce monde viennent chez nous justement pour demander conseil. Donc c'est tout à notre honneur. Gamal Abina, l'Algérie plaide aujourd'hui pour une approche combinée en privilégiant l'aide au développement. Je vais quand même rebondir un peu sur ce qui a été dit. Il y a deux pays en réalité qui ont vaincu le terrorisme, mais pas de la même façon. L'Algérie de façon qu'on connaît militaire et en même temps avec la concorde civile, récupérer les gens égarés. Et il y a un autre pays qu'on a oublié qui n'a pas eu le même rapport, mais c'est quand même le champion du monde de terrorisme, 800 attentats, c'est Sri Lanka, l'ex-Ceylan.
Il y a quand même les Tamouls qui n'y allaient pas à moitié, les Ilan Tamouls qui faisaient sauter les bombes partout. C'était un massacre. On ne peut jamais de cela parce qu'ils ne sont pas musulmans. Mais effectivement, les champions du monde de terrorisme, c'est là-bas qu'ils ont eu lieu. Et ça a été aussi éradiqué une fois qu'ils en ont fini avec les Ilan Tamouls. Pour revenir à ce que vous me dites comme question, effectivement, d'abord, il faut rappeler une chose. L'Algérie privilégie effectivement une approche économique, une approche pour faire en sorte que les gens aient, je dis toujours, quelque chose à perdre. Parce que souvent, les gens qui vont dans cette voie de garage, ils vont parce qu'on leur promet du paradis qu'ils n'ont pas sur Terre, on leur promet d'en finir avec la corruption par des méthodes violentes, et on leur promet effectivement une sorte de retour califal ou d'autres idéologies comme ça qui vont dans ce sens-là. Mais n'oublions jamais une chose, c'est la responsabilité qu'il faut rappeler, il faut la rappeler éternellement. Premièrement, le concept du terrorisme est inventé par les Français, on a tendance à l'oublier. 1793-94, pour écraser la population, on leur a dit on va installer le régime de la terreur, tuer des gens pour qu'ils viennent des républicains. Ça a été un massacre, ça a donné naissance à une effroyable dictature. 1700, c'est la Révolution française. Ouais. Deuxième chose, la responsabilité occidentale dans le terrorisme est totale et entière. Pourquoi ? Parce que je rappelle quand même que 7 pays arabes ont été liquidés, comme par hasard des républiques de la carte. La Somalie, on a eu les Shebab et on a eu les groupements terroristes. L'Irak, on le sait aussi, qui a fait naître d'abord Al-Qaïda, puis Daesh. L'Afghanistan, pareil, Al-Qaïda. Ensuite la Somalie, le Soudan. Ensuite, on a eu une émanation vers l'Égypte. On a évidemment des groupes qui sont organisés en Syrie, on le sait, c'était une émanation considérable. Et en Algérie, on a réussi à les vaincre. Malheureusement, il y a une dissémination avec l'idéologie moyen-orientale. Et le GSPC est devenu Al-Qaïda, est devenu Daesh. Ils ont tous mélangé leur idéologie, mais l'idéologie américaine qui est derrière au départ, qui est malheureusement sous Bush, il faut rappeler qu'ils faisaient les guerres en terrorisme, en disséminant le terrorisme, a créé des foyers de tension partout. Et là où je dirais, Mehdi, il faut être beaucoup plus subtil, le terrorisme en Occident existe, c'est vrai, mais il est plus spectaculaire que massif. États-Unis mis à part. Aux États-Unis, on a l'immense 11 septembre, mais il y a un terrorisme interne avec des mouvements d'extrême droite qui existent aussi. Donc ça se manifeste partout. Mais ce qui se passe, c'est que le terrorisme touche surtout le Sud. C'est dans les pays du Sud qu'on massacre le plus, on n'en parle pas. Mais les petites actions terroristes, des bars, des gens qui sont tirés dessus dans la rue, c'est les pays d'Afrique, c'est les pays d'Asie, c'est les pays surtout arabes qui subissent cela. Et ça, on n'en parle pas. Et ça, c'est important de le rappeler. Très bien, merci Gamal. Alors, autre événement à retenir également cette semaine, messieurs, c'est la libération de Navarro Canada Joaquim, le ressortissant espagnol qui avait été donc enlevé le 14 janvier dernier dans la zone frontalière algéro-malienne en 6e région militaire. C'était donc par un groupe composé de 5 individus alors qu'il était en voyage touristique. Nissa, pensez-vous que cet épisode traduit concrètement aujourd'hui la volonté affichée par le gouvernement et par le peuple algérien d'agir sans aucun calcul dans une approche purement humanitaire et diplomatique? Écoutez, effectivement, c'est un eurodénouement qui reflète, je dirais sans équivoque et d'une manière très tangible, d'abord la référence en matière de lutte antiterrorisme, mais surtout aussi la capacité de médiation de l'Algérie comme acteur majeur, notamment dans l'équation de lutte antiterroriste. D'accord ? Ça, c'est très important de le souligner. Ensuite, et je tiens au passage à saluer toutes nos forces de sécurité, qui ont su aujourd'hui non seulement identifier, localiser et protéger et libérer l'otage espagnol. Donc c'est très important aussi dans un contexte, attention, qui ne s'y prête pas. C'est-à-dire que le contexte sécuritaire, l'Algérie aujourd'hui qui fait face à un défi multidimensionnel, notamment sur ses frontières, dans le Sahel. Je reviens tout à l'heure sur quelques chiffres et ils sont têtus. 48% des causes de décès aujourd'hui sont liées au terrorisme contre 1% en 2007. C'est pour vous dire qu'effectivement, il y a une explosion d'attaques et d'actes terroristes et dans laquelle l'Algérie reste encore vent debout, d'abord pour défendre l'intégrité territoriale de l'Algérie, sa souveraineté, mais aussi pour être aux côtés des pays amis, frères notamment, dans cette adversité, dans ce défi, encore une fois, vital, surtout il engage la survie, notamment des États. Donc, il est très important aussi de souligner ce partenariat aussi, entre l'Algérie et l'Espagne. Donc, l'Algérie a su effectivement, encore une fois, protéger cet otage. Elle a su aussi le libérer dans des conditions optimales. On a tous assisté justement à la réception de cet otage qui était encore normalement, enfin, toute logique sous le choc. Mais ce que je tiens à, encore une fois, à souligner d'une manière, et là aussi sans ambiguïté, c'est que l'Algérie, encore une fois, a su démontrer que c'était un acteur majeur dans justement la lutte antiterroriste. Elle a su aussi être à l'écoute, a su être aussi en phase avec les défis, puisque les prises d'otages ne sont jamais faciles. Et je pense qu'on a beaucoup d'exemples à travers le monde où souvent ça s'est mal terminé. Donc c'est une personne en bonne santé,
intègre, qui rentre chez elle, qui rentre en Espagne pour retrouver sa famille grâce à l'Algérie. Faisal Mtaoui, une minute avant que vous puissiez enchaîner, on en revient encore une fois à cet engagement de l'Algérie, cet engagement constant de l'Algérie contre le terrorisme. Oui, absolument, c'est un engagement très clair. D'ailleurs, l'ambassadeur d'Espagne, du Royaume d'Espagne en Algérie, M. Fernando Moran Calvo Sotelo, il a déclaré que l'Algérie a un rôle prééminent dans la lutte contre le terrorisme et pour la garantie de la sécurité de nous tous. Ça veut dire, effectivement, pour aller dans le sens de Badis, c'est que les partenaires européens reconnaissent aujourd'hui que l'Algérie est un partenaire efficace et discret. D'ailleurs, le chef de l'État, le président Abdelmadjid Tebboune, qui a remercié les cadres du ministère de la Défense nationale et de la Sécurité, il a salué l'efficacité et la discrétion. C'est vrai que c'est des cadres qui ont fait preuve d'une grande efficacité pour libérer l'otage espagnol. Et ça nous rappelle un épisode, puisqu'on parlait de terrorisme en Afrique, d'un épisode des kidnappings de ressortissants européens contre le paiement de rançon. Vous savez que l'Algérie a modifié le droit international, puisque l'Algérie refuse tout paiement de rançon dans les cas d'otages. Oui, c'est la première fois. L'Algérie ne négocie pas avec Tout à fait. on ne négocie pas avec les terroristes, c'est la bonne doctrine, parce que si vous négociez une fois, vous allez négocier tout le temps. Et c'est une manière de donner de l'argent aussi à des groupes qui vont acheter des armes, qui vont massacrer des populations. Ça, c'est encore une preuve de cette efficacité qui a été aussi évoquée par M. Lounès Maglamen, qui est secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et qui a rappelé le rôle joué par l'Algérie, par le passé notamment, comme médiateur, parce que l'Algérie, en plus d'être un pays efficace sur le plan de sécurité et sur la maîtrise du territoire, parce qu'il faut maîtriser un territoire de près de 1300 km, notamment pour les frontières entre le Mali et l'Algérie, les frontières sahariennes. En même temps, il y a un rôle de médiation. Ces groupes qui agissent parfois sous des ordres non africains sont parfois très difficiles à négocier, mais là, c'est une reconnaissance, c'est une expertise. Et cette libération de l'otage, heureusement, il a retrouvé sa famille sain et sauf, est à mettre donc à l'actif de cette diplomatie et de ces services de sécurité très efficaces lorsqu'il s'agit de travailler sur le terrain. On écoute justement le ressortissant espagnol. Je vous demande de bien comprendre et m'excuser. En tant que c'est un moment compliqué pour moi, je vous demande cette compréhension en fait. Je suis encore sous un état de choc et j'aurais besoin de quelques jours pour pouvoir récupérer un état de calme, de tranquillité dont j'en ai vraiment besoin. En tout cas, un grand merci à vous tous. Je me suis senti vraiment accueilli, vraiment aimé. Et ça vraiment m'arrive au cœur. Merci. Bonne journée. Bonjour plutôt. Les autorités espagnoles et moi-même, nous nous félicitons vivement par le heureux dénouement de l'incident dont M. Navarro a été victime. Et nous voudrions remercier vivement aussi les autorités algériennes par leur décisive contribution, action, toutes les mesures qu'elles ont prises pour obtenir cet dénouement. Ça montre encore une fois que pour l'Espagne, l'Algérie a un rôle prééminent dans la lutte contre le terrorisme et pour garantir la sécurité de nous tous. Merci beaucoup encore une fois aux autorités algériennes et je souhaite la bienvenue de M. Navarro entre nous. Merci. Mahdi, l'Algérie donc acteur de stabilité régionale et on le voit avec cette libération, on voit que la coopération entre Alger et Madrid s'améliore finalement de jour en jour, contrairement aux allégations mensongères colportées par certains cercles malveillants. L'Algérie n'a de problème avec personne. L'Algérie respecte la souveraineté de tous les pays comme elle veut qu'on respecte la sienne. C'est aussi simple que ça. Elle ne s'occupe pas des affaires internes des pays quel qu'il soit dans le monde, mais ne tolérera pas qu'on s'occupe de ses affaires personnelles. L'Espagne est un partenaire stratégique, est un partenaire important pour l'Algérie. Le bassin méditerranéen au complet est un partenaire important pour l'Algérie. L'Algérie n'a pas de problème. Elle continuera à avoir une diplomatie active, pas une diplomatie passive. Nous avons vu notre ministre de la Communication qui a fait plusieurs capitales africaines cette semaine. Nous avons notre ministre des Affaires étrangères qui était à New York et qui présidait le Conseil de sécurité de l'ONU. Excusez-moi, tout ça, c'est des marqueurs importants pour le développement de notre diplomatie.
on ne veut pas s'immiscer dans les affaires des autres, mais on ne tolérera pas qu'on s'immisce dans les nôtres. C'est aussi simple que ça. Très bien. Kamal Abina, je vous repose la question. Mehdine a juste répondu à la partie Algérie-Espagne. L'Algérie aujourd'hui est un acteur de stabilité régionale en Méditerranée, mais aussi sur tout le continent. Oui, parce que d'abord, c'est la grande puissance. Ensuite, le terrorisme a commencé avec l'OAS. On a une expérience beaucoup plus ancienne encore qu'on peut l'imaginer, une accélération en 90. Mais c'est vrai que l'Algérie est un acteur de stabilité. Et moi, je travaille beaucoup avec les médias africains, particulièrement Afrique Média, qui est moins sympa aujourd'hui. Mais dans tous les cas de figure, ils reconnaissent tous, de façon unanime, universitaires, chercheurs, historiens, que le poids lourd d'Afrique du Nord, le plus costaud, c'est l'Algérie. On ne parle même pas de l'Égypte qui n'intervient pas là-dessus. Et l'Algérie est un facteur de stabilité parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on connaît son passé, parce qu'on connaît son passé en décolonisation, parce que c'était une lumière en 70 qui redevient une lumière à nouveau, et tant mieux. Et c'est vrai que Mehdi fait bien de le dire, on n'a de problème avec personne. À part les pays qui ont une démarche colonialiste, mais pour le reste, il n'y a aucun souci. Par contre, en termes sécuritaires, et ça a été proposé par le gouvernement, d'abord la sécurité, ensuite le développement économique, qui vont de pair. Il n'y a pas de développement sans sécurité. C'est un message qui est envoyé par... Et sans souveraineté, bien sûr, ça va de soi, ça va de pair. Et c'est en cela, effectivement, qu'il y a certains pays qui ont prétendu aider les Africains ont failli. Aujourd'hui, l'Algérie propose une alternative et il faut que tous les Africains travaillent de concert dans cette direction. Très bien, et on rappelle également que la diplomatie algérienne a redoré son blason durant ces 5 dernières années. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fait du redéploiement diplomatique de l'Algérie sur les scènes régionales et internationales une priorité. Voilà, merci messieurs pour cette première partie. La preuve étant. Exactement. Merci messieurs pour cette première partie, on revient dans quelques instants. Vous regardez Hebdo Show, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on passe à présent à la partie débat de cette émission. Messieurs, l'extrême droite française et certains lobbies médiatiques continuent leur déchaînement hostile à l'Algérie, avec notamment les derniers propos du ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, ou encore ceux de l'homme politique Éric Ciotti, qui traite l'Algérie d'État voyou. Faisal Moutaoui. Oui, absolument. Monsieur Ciotti, apparemment, se rejoint donc à la compagnie qui est en train de coordonner donc, des discours qui s'enchaînent l'un après l'autre. Il y a un véritable Algérie bashing contre l'Algérie ces dernières semaines, parce que ça a duré un mois, une semaine, 2 semaines. Et là maintenant, Gamel, vous avez suivi, cette semaine on a eu 3-1, je pense. Hein. Il y a Valeurs Actuelles, qui est un organe de l'extrême droite, qui ouvre sur l'Algérie. Il y a l'Express, qui ouvre sur l'Algérie, qui réserve aussi un espace à notre ami Mehdi Reza, qui est aussi devenu une star, en parenthèse, dans ces médias d'extrême droite. Absolument autorelatif, parce que Mehdi Reza est accusé, est attaqué sans qu'on lui donne la possibilité de répondre. D'ailleurs, vous aurez remarqué que tous les articles publiés par l'Express, par Le Point, qui est un journal d'extrême droite aussi, par Marianne et par Valeurs Actuelles, à aucun moment il y a un parti algérien qui parle ou quelqu'un qui dit autre chose que ce discours. Il y a Gamel, à part Gamel Abina, qui a été pas très mal desservi par la photo, n'est-ce pas? Et donc, on appelle ça de la propagande. C'est ça, la propagande, quand elle commence à se montrer la queue, on commence à attaquer, à écrire. Et Éric Ciotti, déjà, je pense qu'il devrait répondre à des poursuites pénales. Il est poursuivi au moins pour 3 affaires, ou pour 2 affaires, emploi fictif, détournement de cartes de parking, etc. Donc voilà, quelqu'un qui est poursuivi par la justice et qui ose donner des leçons à un État comme l'Algérie. Éric Ciotti, c'est quelqu'un qui a toujours défendu la colonisation, il a toujours considéré la colonisation comme un bienfait, etc. Et donc, il profite de la situation en inventant une volonté de l'Algérie de déstabiliser la France, de toucher aux institutions françaises. Comment? Qui évoque cette question de TikTokers ou de créateurs de contenu poursuivis en justice parce qu'ils auraient eu tenu des propos violents, etc. Ok, on laisse le travail de la justice à la justice française de prouver. Et ce n'est pas à des ministres. Et vous avez remarqué, c'est tout le monde qui parle. Et vous avez Sébastien Lecornu, qui est le ministre des Armées, qui pense qu'il y a une haine anti-française comme carburant de la politique intérieure en Algérie. Vous avez le ministre des Affaires étrangères, vous avez le ministre de l'Intérieur. Donc, cela s'appelle une campagne. Est-ce que cette campagne sert des relations extérieures de la France avec un pays aussi grand que l'Algérie? La question demeure posée à ceux qui suivent cette campagne et qui ne semblent pas s'arrêter. Mehdi Faisal vient de le dire, c'est un vrai Algerian bashing. Écoutez, l'Algerian bashing dans toute sa splendeur. On va parler déjà de cette personne nauséabonde que l'on voit ici. Éric Ciotti est le caniveau de la politique. Il est honni et haï de toutes les
personnalité politique en France, la preuve par rapport à ses résultats. Il a été un président intérimaire du Parti des Républicains où il a été évincé avec un huissier de justice parce qu'il ne voulait pas quitter le bureau tellement il n'a pas de dignité, d'accord. D'ailleurs, ça a fait le tour des réseaux sociaux, les gens se moquaient de lui. Il y avait des parodies pour le faire sortir de son bureau des Républicains. Ce sombre personnage s'est permis dans un journal d'extrême droite, comme par hasard à l'heure actuelle, pour ne pas le citer, de traiter l'Algérie d'État voyou. Or, le voyou, d'après ce que dit la presse française, pas la presse algérienne, le voyou, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui. Parce que j'ai entendu, lui, regarder ici et là beaucoup de commentaires des pseudo-spécialistes. Il faut de tout pour faire un monde de la relation bilatérale algéro-française. Je tiens juste à préciser une chose. Éric Ciotti traite notre République de régime. Alors, blague à part, les seules personnes autour de la table qui doivent faire un régime, c'est moi et Badis Renissa. D'accord. Donc, un régime, en tout cas, nous, on a un président qui est démocratiquement élu, où nous avons un Parlement qui est démocratiquement élu, et nous ne jouons pas avec les voix des électeurs en faisant de la mascarade de politique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, pour parler de cette chère Éric Ciotti, quelque chose qui est quand même assez choquant, pour quelqu'un qui ose traiter les autres de voyous, c'est quand même une personne qui est mise en examen sur 3 affaires différentes. Il vient de créer un parti UDR, Union des droits républicains, donc ça englobe tout et n'importe quoi, parce qu'il n'est nulle part. Il est sous une enquête suite à un signalement anticorps pour un détournement de fonds publics. Alors, la première des affaires, ça va vous faire sourire, il est assez fourbe pour ne même pas avoir la responsabilité de payer ses frais de parking. Donc même ses frais de parking, il essaie d'escroquer la mairie de Nice et le conseil régional de Nice. Ça, c'est la première des choses. La deuxième enquête a été ouverte en janvier 2024 concernant les cumuls d'emplois de plusieurs de ses collaborateurs personnels qu'il fait facturer à la mairie, au conseil régional et au conseil général des Alpes-Maritimes. Un exemple, son ex-compagne, Caroline Magne, elle aussi payée par les impôts entre le Conseil général, la mairie de Nice et d'autres communes voisines. Rien que ça, messieurs, dames. Enfin, la cerise sur le gâteau, le meilleur pour la fin, comme dirait l'autre. Éric Ciotti a tellement de largesse dans la politique qu'il a pu se permettre de laisser, il laisse jusqu'au jour d'aujourd'hui, Annie Ciotti, sa maman, est hospitalisée depuis 18 ans dans un établissement où les soins sont à 100% pris en charge. Normalement, les patients dans cette clinique ne doivent rester que quelques mois. Coût pour les contribuables français, plus de 500 000 € payés par les impôts de ses compatriotes. Donc, excusez-moi, si ce mec-là se permet de nous faire des leçons de morale, qui balaye devant sa porte et qui répond déjà aux actions intentées en justice. Ensuite, on va parler pour la relation entre la France et l'Algérie. La relation algéro-française est une relation qui n'a jamais été simple et qui ne sera jamais simple du fait de leur histoire, du fait de leur on va dire, histoire commune. Maintenant, parler de l'Algérie en mal, et je l'ai déjà dit sur ce plateau, c'est à la mode. C'est à la mode. Parler, critiquer l'Algérie, c'est vendeur. C'est vendeur. Critiquer l'Algérie, ben, ça fait faire des clics sur Internet. Critiquer l'Algérie, ça procure des j'aime sur les réseaux sociaux. Critiquer l'Algérie, ça fait passer sur les plateaux des différentes télés et radios, parce que c'est à la mode de critiquer l'Algérie. Donc, moi, j'ai un simple, comment dirais-je, un simple avis, et ça n'engage que moi-même. Vous n'avez pas remarqué que le bashing contre l'Algérie a débuté lors de la présidence de l'Algérie au Conseil des Nations Unies. Début janvier. C'est quand même fou quand même. Hein. question C'est quand précise, même dingue bien sûr. que d'un jour d'un seul, ils se sont tous attaqués à l'Algérie à partir du 1er ou 2 janvier. C'est quand même incroyable. Ensuite, je vais être très sincère, on avait commencé déjà l'Algérie bashing avec Iman Khelif, notre championne nationale. Ensuite, ils ont fait tout un pataquès pour une pâte à tartiner où ils ont essayé de casser le produit. Ensuite, on m'a attaqué moi parce que je suis à ce qui paraît un agent d'influence pour le, entre guillemets, régime. Moi, j'appelle ça mon gouvernement. Je suis un agent d'influence à la solde du gouvernement algérien. Non, non, je suis juste un Algérien qui aime son pays et qui veut aider son pays du mieux qu'il peut pour se développer, tout simplement, pour défendre son pays. Donc si ça, c'est être un agent d'influence, moi, j'appelle ça être un patriote. Je n'appelle pas ça être un agent d'influence. J'appelle ça être un homme qui aime son pays.
Est-ce que pénalement, j'ai le droit de le faire? Je pense que oui. Maintenant, il est intéressant aussi à dire que moi, je ne suis pas payé par les impôts des Français. Parce qu'il y a énormément d'agents d'influence à l'Assemblée nationale qui travaillent pour d'autres États. Il y en a énormément. Mais là, on ne parle pas d'eux. Là, on parle d'un mec qui est patron d'entreprise, qui n'a aucune aide gouvernementale, qui veut mettre en lumière son pays d'une façon sympa et d'une façon protectrice. Et là, on me parle d'agents d'influence. Et vous avez des torchons, en vois-tu, en voilà, où on raconte tout et n'importe quoi, que j'ai rencontré Patrick Drahi, que j'ai rencontré l'ancien ambassadeur, je ne citerai pas son nom, que j'ai rencontré des dissidents, que j'ai rencontré Elon Musk, que j'ai rencontré Donald Trump, on va dire bientôt que j'ai rencontré le pape aussi pour parler d'Algérie. Je ne sais pas ce qu'on va me sortir, mais sachez une chose, mesdames et messieurs, je resterai droit dans mes bottes. Je resterai droit dans mes bottes pour défendre mon pays. Parce que je ne changerai pas d'1 millimètre ma position. Je défendrai mon pays, je défendrai mon président de la République, parce que je crois au projet de mon président de la République. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est la même chose. Très bien, merci Mahdi. En tout cas, c'est dit. Le message est passé. On continue, mesdames et messieurs, à parler de l'Algérienne bashing. Je vous propose à présent d'écouter Catherine Tricot. Elle est directrice de la revue Regard et elle se pose des questions sur les vrais objectifs de cette campagne haineuse contre l'Algérie. Elle était sur un plateau de télé sur la chaîne de télévision France 24. De jouer maintenant le rapport de force, comme l'a dit Bruno Retailleau cette semaine sur BFM. C'est-à-dire qu'il a dit on ne se fait plus comprendre, on va y aller à la force. Non mais franchement, est-ce que c'est bien raisonnable de comprendre le monde ainsi? Et je ne crois pas, je vais vous dire le fond de ma pensée, je ne crois pas que Boualem Sansal soit le fond de l'affaire dans ce qui est en train de se passer. Je ne crois pas que ce soit pour Boualem Sansal que la France est en train de jouer ses relations avec l'Algérie. C'est un prétexte, je ne dis pas que c'est un mauvais prétexte. Je pense qu'il faut libérer Boualem Sansal, mais il y en a d'autres, des ressortissants français qui sont dans des prisons à l'étranger, et on ne fait pas ça pour les autres. Et là, en l'occurrence, ce que je crois, c'est que Bruno Retailleau a trouvé un prétexte pour développer son discours, qui est un discours de guerre de civilisation contre le monde musulman en général et algérien en particulier. Moi, je n'irai pas jusque-là. Voilà, c'était donc Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Badis Renissa, une série de provocations vis-à-vis de l'Algérie a été faite, on l'a vu. La dame, donc, elle s'est posé des questions sur les vrais objectifs derrière cette campagne. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la pensée coloniale est de retour en France, notamment vis-à-vis de l'Algérie ? Coloniale et néocoloniale, c'est-à-dire qu'il y a cette approche, je dirais, de volonté de mise sous tutelle, notamment de l'Algérie, qui est souveraine, qu'il le veuille ou non, qu'il l'entende ou pas. L'Algérie aujourd'hui, une puissance régionale, on a évoqué tout à l'heure, elle a un leadership né, notamment dans la région et même au sein même de la communauté internationale, où elle a su démontrer au sein du Conseil de sécurité, y compris sous sa présidence où beaucoup de lignes ont bougé, elle a apporté une valeur ajoutée notamment dans l'équation sécuritaire, dans l'équation de développement, dans l'équation de justice, notamment et de paix dans le monde. Donc moi j'aimerais juste revenir sur l'état de déliquescence aujourd'hui de la France, notamment, où ce que j'ai qualifié d'allure de cours de récréation. Donc aujourd'hui il est urgent de sonner cette fin de récréation et surtout d'arrêter ces charlatans de la politique. On a évoqué Retailleau, on a évoqué Ciotti. Ciotti, écoutez, c'est une blague. Et moi, ce que je qualifie d'invertébré politique. Quelle est sa légitimité? Il n'a aucune légitimité. Exactement. Il n'a aucune légitimité. Non, mais Il a été chassé par sa famille politique. Mais il a été chassé par tout le monde. Par tout le monde, ouais. Et il est parti bouffer à tous les râteliers. Quelle est sa légitimité? Tous les râteliers d'extrême droite. Oui, quand tu es un homme politique, excuse-moi, Badi, je t'ai coupé. Quand tu es un homme politique, tu dois avoir un peu de dignité, d'honneur. Il a bouffé à tous les râteliers et il s'est fait dégager de partout. De partout. Et c'est pourquoi je le qualifie d'invertébré politique. C'est comme un peu le serpent, donc il s'immisce un peu là où il y arrive. Et par opportunisme, par aussi braconnage électoral. Lui-même qui a trahi sa propre famille politique pour essayer de quémander quelques voix. Et on le voit aujourd'hui. Il se donne cette position de donner des leçons, notamment de valeurs, notamment d'enseignement, surtout aussi
de leçons de morale. Lui qui parle de voyous. Média a évoqué effectivement ce sketch, hein, notamment de prise d'otage du QG des Républicains, mais surtout où il s'est barricadé comme un voyou. Donc qui est le voyou dans l'histoire? C'est un huissier de justice qu'il a délogé du... Et de toute façon, le président de la République, Badis, pour aller dans ton sens, le président de la République a toujours, mais vraiment toujours, depuis sa première mandature, plaidé pour une refondation en profondeur des relations bilatérales entre la France et l'Algérie. Toujours. Par contre, il a une ligne rouge. Abdelmajid Tebboune a la mémoire et la rente mémorielle, le passé justement de la guerre de colonisation, c'est sa ligne rouge. C'est pas une rente mémorielle, ça c'est le terme qu'ils utilisent. C'est la base. C'est la base qu'ils Bien ont. sûr. C'est en fait pour eux parler de rente mémorielle, tu as Tout à raison, fait. mais c'est vraiment la ligne rouge du président de la République. C'est une condition. On peut discuter de tout, Sauf de ça. on peut refaire tous les accords que vous voulez sur un domaine social, économique, politique, culturel, sur tout. Par contre, attention à la ligne rouge de la guerre d'Algérie. Parce que Mahdi, si vous vous rappelez, les bienfaits de la colonisation, vous vous rappelez Gamel avec la loi de 2005, d'ailleurs Eric Ciotti, Rotaillot, Bruno, tout le monde était d'accord avec cette politique, parce qu'on nous disait qu'il y avait des belles heures de la colonisation, c'était Rotaillot, et qu'on continue à le dire. Depuis donc 2005, il y a une volonté de laver ce passé colonial qui est sale de la France, et le président Abdelmajid Tebboune il est attaqué depuis quelque temps. Pourquoi? Depuis le discours tenu devant le Parlement, les deux chambres du Parlement, le président a très clairement rappelé les génocides commis par la France en Algérie. Il a rappelé la bataille de l'Rouat, il a rappelé la bataille d'Al-Harraj, ce qui s'est passé à Zaatcha, etc. Et depuis, donc, il y a une espèce de machine qui s'est mise en branle pour répondre à ça, parce que la France, le président l'a clairement dit, l'Algérie ne veut pas de l'argent de la France, parce qu'à chaque fois, quand les Algériens réclament de la vérité, la reconnaissance des crimes coloniaux, parce qu'il y a beaucoup de crimes coloniaux commis en 132 ans, ce n'est pas pendant 7 ans, 1954-1962. Généralement, on a tendance à réduire l'histoire de la colonisation d'Algérie à cette séquence. La colonisation a commencé en 1830, il y a eu des crimes, il y a eu des enfumades, il y a eu des massacres, il y a eu des pillages, etc. Et à chaque fois, quand l'Algérie commence à parler, à réclamer ça, d'abord on parle de repentance. Repentance, c'est un thème religieux, chrétien. Ça veut dire que l'Algérie demande à la France la repentance, l'Algérie non. L'Algérie demande à la France la reconnaissance des crimes coloniaux. Ensuite, on peut discuter. Alors, qu'est-ce que cette partie de la droite et de l'extrême droite française demande à l'Algérie d'abandonner tout ça? On tourne la page et on ouvre un partenariat nouveau, ce qui est anormal, ce qui n'est pas du tout normal. Alors, fort heureusement, pardon, Mahdi, de 2 minutes, je vous redonne la parole dans quelques instants. Fort heureusement, il y a certains Français qui reconnaissent les crimes de la colonisation. On a l'exemple de Jean-Michel Apathy, journaliste. Il revient justement sur ces crimes de colonisation. On l'écoute. Martyriser nous Français, hein, nous avons martyrisé un peuple pendant un siècle. Ça, c'est terrible. Puis on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur l'exploitation de l'Algérie. Vient la guerre. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune que la dictature argentine mettait ses opposants dans des avions et les jetait dans l'océan. Et je trouvais ça inouï, cette barbarie. L'armée française a bombardé au napalm des villages algériens. Germain Chambost témoigne au début des années 90, c'était un aviateur français pendant la guerre d'Algérie. Je me souviens d'une fois où j'ai largué ce qu'on appelait pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio, en vol, le mot de napalm. Le napalm était interdit. Alors on appelait ça pudiquement des bidons spéciaux. J'ai largué des bidons spéciaux, et après avoir largué le bidon dans la vallée qu'on m'avait demandé de bombarder, un avion marqueur avait lancé un fumigène, et on m'a dit « tu largues tes bidons sur le fumigène ». J'ai largué mes bidons sur le fumigène. C'était ça la guerre, pour nous aviateurs. Et puis en dégageant, j'ai vu quelqu'un qui courait, qui avait le feu dans le dos. J'avais brûlé un type. Oui, c'est vrai, on y pensait après, on avait brûlé des types. En dégageant, j'ai vu que j'ai brûlé un type. Vous en parliez d'ailleurs dans votre documentaire, l'usage du napalm. La conquête, l'exploitation, la guerre, ce sont 3 bonnes raisons pour présenter des excuses aux Algériens aujourd'hui. Parce que ce qu'a fait la France en Algérie pendant 130 ans est franchement scandaleux. Voilà, c'était donc le journaliste français Jean-Michel Apathy. Nariman Zekar nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Nariman. Bonsoir Nouhed, bonsoir à tous. Je vous donne la parole dans quelques instants Nariman, le temps de me tourner vers Mahdi. Mahdi, l'Algérie a des revendications mémorielles. Et elle insiste là-dessus. L'Algérie insiste sur la reconnaissance des crimes qui ont été commis
pendant la guerre de colonisation. Pas plus, pas moins. Elle ne veut pas d'argent, elle n'est pas là pour mendier. L'Algérie n'a besoin de personne, sauf qu'il y a certaines factions qui oublient quelque chose qui est très important. C'est que la dignité algérienne n'a pas de prix. C'est basique. La dignité algérienne ne s'achète pas. Tu ne peux pas lui donner des milliards pour lui dire tais-toi et reste ici. Le président Abdelmajid Tebboune, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec Faisal, et c'est rare, le président Abdelmajid Tebboune n'est pas attaqué que pour ça. Il est attaqué parce qu'il refuse le diktat de l'étranger. Il refuse de se faire mener à la baguette. Oui. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi on n'ose pas dire les choses? Le président, donc en l'occurrence automatiquement l'Algérie, est attaqué parce qu'on souhaite garder notre souveraineté et on souhaite décider de ce qui se passe chez nous. Rien de plus. Arrêtons de croire comme quoi c'est pour X ou Y raison. Non, on dérange parce que nous sommes indépendants. Mais indépendants dans tous les domaines. Indépendants sur les domaines sécuritaires, indépendants sur le domaine énergétique, indépendants sur le domaine financier. Ils n'ont pas comment nous attraper. Donc forcément, il y a un Algerian bashing qui est créé contre nous. Après, tu as divers moteurs. Tu as le moteur de la désinformation médiatique, c'est connu, d'accord, c'est très répandu. Et tu as des domaines, on va dire, des politiques, de la désinformation politique, de partis d'extrême droite qui ont encore, à travers de la gorge, l'Algérie française. Parce que l'Algérie, quand elle était française, c'était la poule aux œufs d'or. C'était la poule aux œufs d'or. La France n'aurait pas actuellement autant de difficultés économiques si l'Algérie était encore française. C'est ça ce qu'on ne comprend pas. Voilà, donc à un moment, il faut savoir se dire les choses. Le président Tebboune et le peuple algérien respectent le peuple français et le président Macron. C'est une relation de respect. C'est une relation. Le problème, c'est les anciens nostalgiques de l'Algérie française. Remettons les choses dans leur contexte. Et les lobbies sionistes. Exactement. Naïman Zekar, je me tourne vers vous. Nous sommes aujourd'hui face à une véritable algérophobie. Exactement, on va continuer justement de parler de bashing, de ces médias français qui sont devenus obsessionnels de l'Algérie, qui ne ratent pas une occasion d'attaquer le pays à tort et à travers. Et des exemples, il y en a des tas, dont le plus récent est celui de la soi-disant dette impayée par Alger dans les hôpitaux français. L'assistance publique Hôpitaux de Paris parle de 45 millions d'euros impayés. Or, l'Algérie est un pays qui est connu pour s'être acquitté de toutes ses dettes par rigueur et aussi par attachement à sa souveraineté, contrairement à certains. Preuve en chiffres, entre 2010 et 2019, on le voit derrière moi, Alger a transféré près de 94 millions d'euros aux hôpitaux français pour les frais médicaux de ses ressortissants. De 2020 à 2024, ce montant s'est élevé à 23 millions d'euros. Des chiffres qui prouvent une nouvelle fois la volonté du pays à d'éponger ses dettes lorsque celles-ci sont évidemment bien justifiées. À noter de plus que Alger ne cesse de demander à la partie française de tenir une réunion avec la commission mixte pour apurer ses créances qui s'élèvent à un peu plus de 2 millions d'euros, soit les frais d'hospitalisation entre 2018 et 2024. Une réunion que Paris continue d'éviter toujours, Faisal. Bien sûr, parce que la partie française refuse de donner des preuves. L'Algérie ne va pas donner de l'argent comme ça. Parce que la partie française, notamment en matière de paiement des frais de santé, il faudrait prouver que les malades qui sont partis aux hôpitaux français sont des Algériens d'une part. Et apparemment, ce qui agace Mahdi tout à l'heure, ce qui agace la partie française, c'est que l'Algérie n'envoie plus de malades vers les hôpitaux français. Le monde est très vaste. On peut envoyer nos malades un peu partout dans le monde et c'est une rente que la France perd parce qu'ils ont tendance à parler de rente mémorielle. Aussi, ils ont des rentes qui sont en train de perdre. L'Algérie qui est un État souverain, comme l'a souligné Mahdi, l'Algérie qui multiplie ses partenariats, qui diversifie ses partenaires économiques, culturels, sociaux, etc. et qui est en train de faire perdre des marchés et des postures très importantes pour les commerçants et les investisseurs français, notamment en matière de céréales, en matière de consulting, en matière de beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Parce que cette guerre, en parenthèse, ce Algerian bashing,
n'est pas motivé uniquement par la nostalgie du passé ou de l'Algérie française. D'ailleurs, M. Bastien Lachaud, qui est un militant député de la France LFI, il a eu la phrase juste. La guerre d'Algérie est terminée il y a 63 ans. Il y a aussi un autre aspect, c'est la perte des intérêts économiques qui sont très importants en Algérie, d'où cette levée de bouclier. Il y a aussi d'autres exemples qui sont très prisés par les médias français, dont par exemple les menaces de suspension de la prétendue aide au développement. Il y a aussi les accords de 68, souvent présentés comme un texte offrant des avantages excessifs aux ressortissants algériens. Eh bien évidemment, comme vous le savez, ce sont toujours des fake news, il n'en est rien. Les accords sont victimes de campagnes de désinformation persistantes, alimentées notamment par des discours politiques et des analyses approximatives de la part de la droite et de l'extrême droite. Par exemple, vous le disiez tout à l'heure, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui en fait l'un des éléments de son obsession algérienne du moment, décrié par plusieurs figures politiques, à l'exemple de l'ancien chef de la diplomatie française, Dominique de Villepin, ou encore de plusieurs figures incontournables des médias français, dont l'ancien député européen Karim Zeribi, qui s'est exprimé sur ce sujet sur les antennes de Beurre FM. On l'écoute. Il a beaucoup à faire sur le plan intérieur. Mais malgré tout, il va nous parler de l'Algérie avec Boualem Sansal, et puis un autre jour c'est les accords de 68, et puis un autre jour c'est les influenceurs. Et là on se rend compte que, en fait, c'est son fonds de commerce, quoi. C'est le fonds de commerce de Bruno Retailleau. Tout ça est quand même assez dramatique quand on voit effectivement le paysage politique de notre pays avec un Bruno Retailleau qui est dans une obsession algérienne qui commence à fatiguer tout le monde. Et fatiguer tout le monde au point que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a semblé lui dire stop. Stop, le ministère des Affaires étrangères, c'est moi. C'est le périmètre du président de la République et du ministre des Affaires étrangères. Ça n'est pas Bruno Retailleau. Et je crois savoir, au moment où nous parlons, qu'il y a une volonté d'apaisement du côté du président de la République, du Premier ministre, François Bayrou, et du ministre des Affaires étrangères. Je le disais la semaine dernière à cette antenne. Donc je salue cette démarche vers l'apaisement. Si la France et l'Algérie ont un passé douloureux, dramatique, l'Algérie est devenue indépendante par la guerre, par la résistance. Donc, et aujourd'hui, c'est un État-nation souverain, libre, depuis 1962. C'est un État qui mérite le respect. Il faut parler d'égal à égal avec l'Algérie. On n'est plus dans une position dominante. Ce temps-là est révolu. Il faut regarder les Algériens en face dans un rapport de confiance. Et accepter à un moment donné qu'il y ait une souveraineté algérienne. Sur le plan de la justice, sur le plan, j'allais dire, de sa puissance militaire, sur le plan de ses choix, comme l'Algérie accepte que la France fasse des choix. Voilà donc des propos qui nous amènent au fait que les médias français sont très mal informés de la réalité de la société algérienne, des évolutions de la conjoncture politique en Algérie, de la construction institutionnelle ou encore des progrès du développement économique qu'a connu le pays. Badis Khnissa, comment expliquer, selon vous, une telle méconnaissance, mais aussi une telle carence d'information des élites françaises, en particulier quand on connaît la proximité historique qu'il y a entre les deux pays? Ce qu'il faut comprendre, c'est voulu, c'est une stratégie délibérée, notamment de certains médias, qui sont devenus d'ailleurs aujourd'hui, et les masques sont tombés, sont devenus des porte-parole de la diplomatie française. Pire que cela, ils exercent de la sous-traitance diplomatique et politique notamment. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir justement à l'échelle nationale, où il y a cette ségrégation, cette stigmatisation notamment d'une partie des citoyens français notamment, et pour en citer que justement les binationaux algériens. Donc il y a une hystérie maladive, une obsession effectivement abyssale contre tout ce qui est algérien, tout ce qui représente ou symbolise l'Algérie positive, l'Algérie, ce qui elle est devenue aujourd'hui, à savoir cette puissance, ce leader, aussi cet État-nation souverain, encore une fois, qui donne le là. Sa voix est audible, sa voix est écoutée, notamment dans une équation non pas que régionale, mais mondiale, continentale. Et c'est ça ce qui gêne aujourd'hui. Ce que j'ai qualifié, on a parlé de Retailleau, on a parlé des médias, on a parlé de Ciotti, cette secte, je dirais, de malfaisants, d'accord, qui aujourd'hui mène une espèce de croisade aveugle contre l'Algérie, tout ce qui représente l'Algérie. Mais j'aimerais juste revenir rapidement sur Retailleau. En tant que ministre de l'Intérieur, n'oublions pas,
la Genèse, en tant que père spirituel et mentor, il avait Philippe de Villiers. Philippe de Villiers qui, il y a quelques jours, sur un plateau, avait évoqué, je cite, expressis verbis, on est en train de passer d'une Algérie française à une France algérienne. C'est pour dire qu'effectivement, la frustration, le complexe abyssal maladive, pathologique, notamment de son mentor, qui d'ailleurs murmure dans l'oreille, puisqu'ils se sont retrouvés au Puy du Fou, à la Vendée Globe, au démarrage de Vendée Globe. Donc c'est pour dire qu'effectivement, il y a une connivence, il y a une accointance, il y a une collusion, notamment de toutes les forces qui convergent vers le même ennemi qui est l'Algérie, pour créer cet ennemi commun, pour justement dissiper et pour en faire, et je conclus là-dessus, pour en faire de l'Algérie un trophée de chasse pour des braconnages électoraux, pour des calculs électoralistes, notamment 2027. Une petite pause et on continue notre débat, Mahdi Ghazar. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Troisième partie d'Hebdo Show. On poursuit notre débat autour de la brouille entre Alger et Paris. Et je reviens vers vous, Mahdi Ghazar. Très important, c'est une petite précision quand même que je tiens à dire à nos téléspectatrices et téléspectateurs, et je laisserai la parole à Gamal, puisque depuis tout à l'heure le premier n'a pas parlé, et je m'en excuse, cher Gamal. Quand on va dans un hôpital français, et nous sommes tous les trois coutumiers du fait, tu dois, à l'entrée de l'hôpital, tu es obligé de donner ta carte vitale, ou de donner ta pièce d'identité avec une adresse française, ou sinon, je le dis, et j'ai la conscience tranquille quand je dis, quand ce n'est pas une urgence, ils ne te prennent pas. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Maintenant, je connais énormément de personnes qui ont des visas, d'accord, et qui partent en France. Mais quand ils ont des visas, qu'est-ce qui est demandé dans leur dossier de visa ? C'est une assurance. C'est une assurance. Cette assurance te permet, en cas de maladie, en cas d'accident, en cas de... c'est un accident. Ils te soignent, c'est une assistance sur place, et ils te rapatrient sur ton lieu. Le rapatriement sanitaire. Exactement. Ils ne vont pas me faire croire, excusez-moi, ils ne vont pas me faire croire que tu as pour 45 millions d'euros d'Algériens qui vont dans les hôpitaux français en disant « j'ai un passeport algérien », ils leur donnent le passeport algérien, soignez-moi. Ça n'existe pas. C'est du pipeau. Quand la CNAS donne des prises en charge, à partir d'Alger, et encore, maintenant, elle n'en fait plus du tout sur la France. D'accord ? Il y a la Belgique, il y a la Turquie qui sont des partenaires, il y a l'Espagne, il y a l'Italie qui devient un partenaire très important. Tu fais un dossier pour une maladie qui n'est pas encore bien, on va dire, gérée, entre guillemets, en Algérie. Tu as une prise en charge de la CNAS qui te donne le droit d'aller dans l'hôpital où il t'envoie, où tu as une prise en charge complète à 100%, où tu n'as rien à payer. L'Algérie a les moyens de sa politique. L'Algérie n'est pas un pays déficitaire. L'Algérie n'a pas besoin de la solidarité ou de l'aumône de pays étrangers. Nous travaillons d'égal à égal. Nous payons ce que nous devons. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes, d'autres nations, et là je n'accuse personne, mais je veux qu'on se pose la question, qui ne vont pas s'auto-déclarer algériens parce qu'ils savent que la CNAS paye, et paye bien comme il faut, d'accord, pour avoir des soins gratuits. Ça, c'est une autre, je pense, interrogation on devrait, nous, enquêter dessus. Et je vais vous le dire, l'Algérie a de l'argent, est considérée comme un très bon client par tous ses partenaires de santé européens ou mondiaux. C'est un pays souverain qui n'est endetté auprès de personne aussi. Croyez-moi que la France se mord les doigts de ne pas avoir l'Algérie comme client pour ses hôpitaux. Et il paye rétribution longue, effectivement. Exactement. Non, je vais te taper un petit peu parce que ça va 5 minutes. Ils aiment bien détester les Algériens, on connaît la musique. Moi, j'appelle ça l'algérienophobie. Donc, cette haine algérienne, elle a toujours existé, sauf qu'elle s'est un peu tassée à une époque, parce qu'il y a eu des lois qui sont arrivées pour empêcher le racisme anti-algérien et les assassinats. 73, une centaine d'Algériens assassinés à Marseille. Et ça a duré. C'est une tradition très ancienne que l'extrême droite a nourrie. On va parler de la genèse. Mais déjà, il y a deux choses qui sont détestables. Et bon, je ne parle même pas de Ciotti, qui est ridicule, avec sa tête de skinhead sur le retour, qui va raconter, qui parle de régime. Moi, j'entends régime, c'est régime de banane. Régime, on a dit, c'est pas dit, non, régime de banane, mais lui, il confond avec ce régime de banane ces républiques bananières qui profitaient aux Occidentaux, il faut le rappeler. Donc, ce n'est pas un régime d'Algérie, c'est une république comme la France. Sinon à ce moment-là, on peut commencer à questionner le fait que la France, qui perd les élections, je parle de M. Macron, laisse pas l'opposition l'emporter. Donc, simplement pour dire une chose. Ces insultes, elles sont claires. On ne va pas tourner autour du pot. L'histoire des hôpitaux, c'est pour dire quoi ? Pour dire qu'on est des mendiants,
qu'on vient quémander leurs soins, pour dire qu'on vient gratter les allocations familiales. On l'entend tout le temps par l'extrême droite. La CAF, la fameuse La CAF. Pour dire que l'Algérie ne paie pas ses factures alors qu'elle paye rubis sur l'ongle. Pour dire que surtout, tout à fait, pour dire surtout, et c'est là où c'est insultant, finalement ces Algériens, on leur donne de l'argent pour le développement. Je rappelle que 120 millions d'euros qui ne va pas à l'Algérie, mais on met ça de côté, c'est une goutte d'eau en matière de développement. On va construire quoi? Un bananier? Ils sont sérieux là? C'est pas sérieux de dire ça. Sérieusement, quand on a un pays qui a presque 300 milliards de PIB, qui croule sur l'argent aujourd'hui avec une multiplication de ressources de revenus qui sont réelles, avec une population qui est alphabétisée à 100%, tout le monde ne peut pas se vanter de ça. Quand on voit que c'est notre pays qu'on montre du doigt et qu'ils ne montrent jamais les autres régimes, eh bien, ils choisissent toujours leur régime. Donc simplement de dire quoi? De dire que l'extrême droite française n'est pas la seule à la manœuvre. Il y a les frustrés qui ont perdu le paradis terrestre pour eux, qui était l'Algérie. Tous ces anciens d'Algérie français ils sont arrivés en France, ils étaient à peu près 1 million de pieds noirs, ils ont fait des enfants. Vous imaginez qu'il y a entre 5 et 10 millions de personnes qui ont un ressenti positif ou négatif. Ensuite, cette extrême droite crasse, je rappelle, on va revenir là-dessus très rapidement, la genèse. Vous prenez un type qui s'appelait Drummond, antisémite notoire, un barbare donc, qui était député et qui est arrivé à la députation de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tuer une centaine de juifs algériens. C'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, les massacres, tous les 10 ans d'Algériens qui ne se sont jamais arrêtés. L'Algérie demande aujourd'hui, elle ne demande pas, elle exige, il faut arrêter de demander, on n'est pas dans la demande, mais dans l'exigence. Elle exige que la France reconnaisse ses crimes, qui sont documentés. Elle exige que la France écrive l'histoire de façon sérieuse, et non pas les 2 pages microscopiques qu'on a eues à l'école, qui étaient ridicules, on parle de rien. Elle exige que la France demande pardon officiellement. On ne demande pas d'argent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ensuite, un pays qui a 80 milliards de réserves de change, qui génère de l'argent tout le temps, qui est en excédent commercial, et qui aujourd'hui, c'est ça qui pose problème. Ça a été dit tout à l'heure par notre ami de façon très claire. Aujourd'hui, l'Algérie crée de la richesse. Aujourd'hui, en interne, je ne parle pas en externe, l'exportation, ce n'est pas encore le cas. En interne, l'économie est très diversifiée. Vous allez dans le centre commercial, j'ai déjà dit, j'ai vérifié par moi-même, 95% des produits sont algériens. Donc, quand l'extrême droite a les dents qui se serrent et a la haine, et c'est un groupement que de fascistes, de néofascistes, ils sont tous un peu chauves, ils ont tous la tête de haineux, ils ont pris des goumiers, des gens qui travaillent pour eux. Je parle d'Algériens qui sont payés, je demande quel prix. J'ai eu l'occasion de faire un débat récemment avec un de ces rigolos qui m'a fait rire. Ils sont médiocres, propagandistes et minables. Je vous donne un exemple de la propagande ridicule. Dans un article qui est sorti récemment, dans lequel lui est présenté avec de belles photos, on lui a envoyé un bon photographe, et moi comme toi d'ailleurs, toi avec la tête de haineux, et moi une tête de débraillé. Pourquoi? Parce que c'est pour le dégrader dans l'image, donc dans l'inconscient collectif et dans le discours. J'ai enregistré cet entretien dans lequel je l'ai atomisé. Pas d'intellect, pas de profondeur historique et des discours propagande. Et j'ai appris, écoutez bien, vous allez rire, dans cet entretien que je vous invite à regarder dans le magazine Marianne, j'en fais une petite publicité au passage, j'ai appris que l'Algérie était frappée par la malaria. Oui, dans le sud, bah oui, on a des super lacs, ça permet d'avoir la malaria. Le seul pays d'Afrique qui n'a pas de malaria, et c'est documenté sur Internet, peut-être en 2 minutes, c'est l'Algérie. Donc quand on apprend ce genre de fake news, de mensonges pour salir le pays, il oublie, ce cher monsieur, qu'aujourd'hui 15 000 médecins algériens soignent des Français. Il oublie que l'Algérie, effectivement, a créé un écosystème en termes de production pharmaceutique qui suffit à elle-même pour 70% des besoins. Et il oublie surtout une chose, c'est que ça fait longtemps que les épidémies ont disparu d'Algérie. Maintenant, c'est en Afrique qu'on apporte nos compétences. Donc cette propagande crasseuse d'extrême droite a toujours existé. Aujourd'hui, elle monte en force. Il faut savoir que dans l'histoire de France, elle est montée très fort jusqu'en 1945. Bon, après 1945, ça s'est vu quand même que c'était les barbares. Ils se sont éteints, ils se sont rallumés en 1954 et en 1962. Et en 1962, on a l'arrivée du groupement d'extrême droite, tu peux en parler badis, comme le poujadisme. Et vous allez voir un petit peu d'où viennent les sources de M. Le Pen. J'en prie, Badis, le poujadisme. Non, tu parles de la genèse du mal, effectivement, on peut revenir notamment au poujadisme, en référence à Pierre Poujade, qui, effectivement, dans un élan d'abord de syndicalisme corporatiste, notamment pour défendre, il s'est donné cette mission de défendre notamment les commerçants, puisque lui-même était libraire papetier, et puis ce discours qui a muté ou transmuté vers plutôt, on va dire, un discours beaucoup plus intellectualiste. D'ailleurs, c'était la rhétorique notamment de mettre en confrontation le Paris contre la province. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'effectivement, dans la genèse, dans la chronologie historique, nous avons quelques dates clés, notamment 53 la fondation, et puis après 56 de mémoire, donc 12% aux élections législatives, avec 52 députés qui sont à l'Assemblée, dont un personnage en des moindres, Jean-Marie Le Pen, donc 28 ans à l'époque.
c'était le Benjamin d'ailleurs. Poujade est le père de Le Pen. Absolument, c'est le père spirituel. Et c'était le Benjamin de l'Assemblée à l'époque, sauf que Jean-Marie Le Pen est beaucoup plus radicaliste et c'est là où il prend un peu la tangente avec un discours, d'ailleurs un discours de part et d'autre des deux bonhommes qui était axé sur l'Algérie française, faut-il le rappeler. Et donc, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen 72, fondation du Front National. 10 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Absolument. D'ailleurs, où il a regroupé tous les groupuscules, rassemblé tous les groupuscules, notamment les nébuleux extrémistes, y compris l'OAS, et même les royalistes. La main rouge. Absolument, et même d'ailleurs les nostalgiques de la collaboration française du Vichy, du gouvernement Vichy. C'est pour dire qu'effectivement c'est un agrégat de tous les voyous, notamment de l'époque. Et puis bien évidemment, et là où je veux en venir peut-être, où aujourd'hui on en vit les conséquences, c'est que de mémoire c'était 74, présidentielle, 1% aux élections, 1% aux élections, 2022, 41% pour Marine Le Pen. C'est pour vous dire qu'effectivement il y a une mutation inquiétante porté par justement ce discours haineux. Et quoi de mieux que justement l'Algérie comme ennemi commun avant pour survivre et subsister, aujourd'hui pour se développer et surtout justement pour rayonner. C'est ce que font les Retailleau, c'est ce que font les... Jean-Marie Le Pen, pour aller dans votre sens, était un tortionnaire durant la guerre de libération nationale. Elle travaillait avec Massu. Et d'ailleurs, il y a l'histoire du poignard qui prouve qu'effectivement, elle était un tortionnaire comme d'autres. Il n'y a pas que lui. Et qui donc cette réflexion, cette pensée, on peut appeler ça une pensée, elle est passée d'une génération à une autre. Juste une chose, le poignard, c'est amusant parce que les SS avaient un poignard aussi, où ils parlaient d'honneur. Ça rappelle un peu le même principe. L'honneur, il faut rappeler que ce que demande l'Algérie, pour rappeler les demandes algériennes par rapport à la colonisation, des demandes qui sont indiscutables. D'abord, c'est la reconnaissance des crimes coloniaux. C'est une ligne rouge pour le président. C'est une ligne rouge. La reconnaissance de tous les crimes coloniaux. Tous les crimes coloniaux, les gaspillages, le vol, le pillage, les empumades, les massacres, les génocides, etc. La deuxième chose, c'est le dossier des disparus. Il y a eu beaucoup de disparus algériens durant la guerre de libération nationale, des milliers. À ce jour, on n'a aucune information sur ce disparu. L'Algérie continue de réclamer ça. Et il y a autre chose, parce que c'est une information pour nous, la question des explosions nucléaires dans le sud algérien. Il faut, nos amis téléspectateurs, peut-être que c'est une information, le Parlement algérien prépare un grand colloque international à Alger le 13 février. D'ailleurs, Mme Fatma Benbrahim en a parlé. C'est important parce qu'il faut rappeler à la France qu'elle a fait en Algérie. Plus de 17 bombes, la plupart en plus de puissance que les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon. 4 aériennes, il faut rappeler. 4 aériennes, c'est important. Avec des accidents, etc. Et donc l'Algérie demande d'abord de préciser les sites, de contribuer à décontaminer et à donner des informations sur les déchets nucléaires par rapport à ça. L'autre dossier lié donc à ce qu'ils appellent, eux, la rente mémorielle, ce n'est pas une rente mémorielle, c'est de justice, c'est un droit des Algériens de réclamer tout ça. C'est par rapport aux archives. Il y a beaucoup d'archives qui ont été détournées, pas uniquement les archives, il y a aussi les biens culturels. Jamais la France a restitué certains biens culturels. Les canons, pour le Bénin, pour certains pays, le Congo, etc. Mais rien pour l'Algérie. Alors que l'Algérie, à ce jour, continue de réclamer ça. Et à chaque fois, quand on réclame ça, par exemple, c'était le cas de la consulaire, on nous rappelle les conventions de l'ONU, on nous rappelle certaines les conventions plutôt de l'UNESCO, etc. Alors il faut relativiser Bénin quand même. Parce que Bénin, c'est 26 œuvres sur 70 000. C'est une exception pour le Bénin. Mais pour l'Algérie, rien du tout. Jusqu'à maintenant, rien du tout. Donc ces demandes algériennes attendent des réponses. Au lieu d'apporter des réponses à ça, on botte en touche et on crée des polémiques de l'autre côté. Et toujours sur l'Algérian bashing, Nariman, vous avez d'autres informations pour nous? Oui, autre sujet qui est très à la mode en ce moment sur les médias français, c'est la prétendue oppression des minorités religieuses. Et pourtant, écoutez bien, l'archevêque d'Alger, Monseigneur Vesco, a été naturalisé algérien par le président Tebboune avant même d'avoir été érigé à l'honneur de cardinal par le pape François récemment. D'ailleurs, l'Église d'Algérie est reconnue. Elle exerce ses activités en vertu de la loi algérienne qui garantissent, d'ailleurs, les lois algériennes qui garantissent la liberté de culte et de pratique religieuse. C'est une église algérienne. Oui, c'est une église algérienne. Reconnue et entretenue, il faut le rappeler. Elles sont refaites à neuf. Oui.
Donc, comme je le disais, la liberté de culte est garantie en Algérie, comme le précise l'article 51 de la Constitution de 2020. Par contre, en parallèle, on a la Grande Mosquée de Paris et son recteur qui sont victimes d'une campagne de diabolisation menée par les mêmes cercles qui ciblent l'Algérie. Gamal Abina, comment est-ce qu'on peut décrypter, selon vous, l'instrumentalisation de la question religieuse par des cercles souvent islamophobes et qui traînent aussi une lourde histoire dans la sphère de l'oppression des minorités religieuses? Je pense là à l'extrême droite. Bien sûr. Déjà, la question qui se pose par rapport à la question religieuse en France, c'est que c'était une façon de cacher la réalité. Ils avaient un problème avec les étrangers. La religion pouvait taper parce qu'il n'y a pas de loi contre ça. On peut critiquer la religion. En réalité, on insulte la religion. On s'en donne à cœur joie. On fait tout et n'importe quoi. Là, effectivement, récemment, il y a une attaque violente vis-à-vis de ce qu'ils croient être une sorte de consulat bis de l'Algérie, qui serait la mosquée de Paris. Et ils sont en train d'attaquer sur le halal. Donc, ça ne les dérangeait pas quand c'était d'autres qui géraient. Quand M. Herzog gère le halal, il se la délise, tout ça, c'est pas un problème. Mais quand c'est un musulman qui fait le travail, c'est pas bon. Toujours une question d'argent. C'est une question d'argent. Il y a toujours un sous-jacent. Donc, pourquoi ils attaquent? Parce que taper sur le religieux, c'est faire mal à la fibre émotionnelle. Ça marche très bien. Tout le monde se sent concerné. Ensuite, taper sur le religieux financier, c'est assécher les capacités de la mosquée de Paris, qui, je le rappelle, a été refaite à neuf par Jacques Chirac, un ami de l'Algérie pour le coup, et qui aujourd'hui vit toute seule de ses moyens. Et on veut faire croire que la mosquée de Paris, qui est la seule entité religieuse reconnue qui soit proche de l'Algérie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont proches de l'Algérie, quand c'est l'UEF qui gère, ça ne dérange pas. Eh bien, on veut faire croire que cette mosquée pose problème. En vérité, l'homme qui est à la manœuvre et qui a insulté la mosquée de Paris en disant effectivement que c'est encore une fois une officine étrangère, c'est encore un type d'extrême droite, on le connaît. Ils sont tous, je parlais du ministre de l'Intérieur, j'ai envie de dire, c'est vrai que l'Intérieur, il est revenu dessus parce qu'il s'est fait taper sur les doigts récemment. On voit qu'il s'est un peu calmé sur l'Algérie. Maintenant, il va taper sur les Algériens de l'Intérieur. Et c'est nous qui ciblent. Donc c'est vrai, pourquoi cela? Simplement parce que leur haine de l'Algérie, combinée à la haine de l'islam et à leur délire de revanche. Combo gagnant. Revient tout le temps, elle est convoquée systématiquement. Il y a deux fake news, Gamal, aussi, où je tiens à revenir dessus. Quand tu parlais tout à l'heure, par exemple, pour l'aide au développement, où tu parlais pour le montant de la dette, entre guillemets, algérienne en France. Le budget sur la loi de finances 2025 pour l'Algérie, 130 milliards de dollars. 130 milliards de dollars. Est-ce que, d'après vous, l'Algérie, quand elle budgétise 130 milliards de dollars pour un an, est-ce que, d'après vous, 40 ou 45 millions d'euros, elle aurait du mal à le payer? Mais c'est encore mieux que ça, moi j'ai vu ça. Mais c'est juste flippant. L'incompétence des gens de croire des fake news comme ça. C'est un montant qui est très gonflé quand même. Mais il y a un truc qui est énorme dans ce que tu dis. Il faut comparer ce qui est comparable. Moi j'aime bien comparer. La France, c'est 2900 milliards PIB. L'Algérie, c'est à peu près 300 milliards, donc 10 fois moins. La France, c'est 300 milliards de budget, l'Algérie, c'est 130. C'est-à-dire qu'on a un budget, parce qu'on est très redistributeur. La proportion est monumentale. Nous, on a les moyens de faire un budget, eux, ils sont obligés d'emprunter pour faire le budget. Et il y a aussi autre chose, la fameuse aide au développement, qui est de 100 et quelques millions par an. Je pense que c'est très important de faire un cut et de comprendre ce qu'on va dire. L'aide au développement de la France à l'Algérie, déjà, l'énoncé est faux. C'est faux, bien sûr. C'est clair. Parce que ce n'est pas une aide de développement de la France à l'Algérie. Cette aide, entre guillemets, c'est de l'argent. En fait, l'Algérie n'a pas donné son RIB à la France, elle reçoit 120 millions d'euros par an. D'accord? Non, ce n'est pas ça. La France donne de l'argent à ses institutions diplomatiques, à ses institutions consulaires, à ses institutions culturelles, pour développer les intérêts de la France. Entre guillemets, la langue française, je sais pas, des artistes. C'est du soft power qui est payé par de l'argent français pour que la France et la langue française rayonnent en Algérie. Elle fait ça dans tous les pays du monde. Mais tellement certaines personnes sont fourbes. Quand on te dit l'Algérie reçoit 130 millions d'euros par an d'aide, on pense quoi? Dans le subconscient, c'est l'Algérie reçoit 130 millions en virement sur le compte de l'Algérie. C'est une fake news. D'accord? C'est une fake news. Puis s'ils veulent présenter la facture, on peut y aller. Parce que on peut aller dans de 62 à 71, des Français se sont gavés du pétrole et du gaz algérien jusqu'à ce que Boumediene nationalise en 71. Pendant 9 ans, ils se sont rincés sur notre dos. Si on veut faire les comptes d'apothicaire, à mon avis, le seul ne sera pas possible. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il y a quand même des personnes qui croient en ces absurdités. Tout à fait. Moi, on m'a dit, oui, mais comment ça se fait que vous ayez de l'argent et que vous preniez des aides au développement? J'ai dit, attends, t'es mort.
il y a 3200 milliards de dettes d'un côté, nous on est un pays excédentaire, on n'a pas de dette, on va demander des aides pour vivre chez nous. Enfin, tu dis ça à n'importe qui, tu te dis c'est pas possible. Mais techniquement parlant, c'est improbable. C'est improbable. Comme l'affaire où la France donne de l'argent à la Chine. Mais c'est ridicule. Première puissance ex aequo avec les États-Unis économiques. C'est comme si moi j'allais voir Bonhomme. C'est la France qui donne de l'argent à ses institutions culturelles, diplomatiques, consulaires en Chine pour le développement et le rayonnement de la France. L'Algérie donne aussi, et il faut le savoir, des budgets à des ambassades et des centres culturels partout à travers le monde pour le développement et le rayonnement de l'Algérie. Mais ça, c'est normal. Et l'Algérie fait 500 millions de dettes. Mais on reçoit 130 millions de dettes. Mais vous savez, Mahdi, il y a toujours, au niveau de la Commission européenne, il y avait des critiques par rapport à ça, parce que personnellement, j'ai assisté à un débat sur ça, sur ce qu'ils appellent l'aide au développement, notamment pour les pays africains. Et les institutions européennes qui font du contrôle se sont rendues compte que finalement, ça ne profite pas réellement ni aux populations, ni aux pays. C'est de l'argent qui fait un tour. Il vient en Afrique et il revient aux institutions européennes, aux instituts de recherche. C'est vraiment de l'argent qu'il faut. C'est du passe-passe. C'est pas du vrai argent. Je voulais seulement rebondir, si vous permettez, Nouhed, sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Et ça, c'est France 2 qui le dit, parce qu'il y a une émission où Bruno Retailleau a été ramené et on l'a confronté aux véritables chiffres. Parce que en 2023, la France a délivré 137 700 obligations de quitter le territoire français. C'est le numéro 1 en Europe. Alors que c'est le pays qui nous reçoit le moins de migrants par rapport à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie, même à la Grèce. Alors, le taux, parce que ça c'est intéressant, le taux de refus d'annulation de ces OQTF, selon ce reportage, est de 1,5%. Marginal. Alors, vous pouvez imaginer que Bruno Retailleau a fait vraiment un tapage, il a fait toute une salade sur l'Algérie qui a refusé d'accepter son ressortissant qui a été expulsé par un décret ministériel, même pas par une décision de justice. Donc le taux de refus de 1,5%, ça va être 2041 annulations. Et ce qui est intéressant, Gamel, c'est que la Cour des comptes française a critiqué le recours excessif aux EQTF. Elle a estimé que 1,4% des personnes sous EQTF ont été condamnées. 1,5%, la plupart qui ont été obligés de quitter le territoire français n'ont pas du tout été condamnés par la justice française. Donc peut-être qu'ils ont fait quelques trucs très légers, mais ils n'ont pas été condamnés. Et ce qui est encore plus grave, c'est que parce que c'est le discours de Retailleau, l'immigration. Oui, alors le Centre d'études de prospective et d'information internationale, qui est quand même un centre qui dépend de Matignon, Premier ministère français, qui dit, il a fait une étude, immigration et délinquance. La réalité, les études concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. Voilà. Je vous propose, avant de vous donner la parole, Badis Rinissa, on écoute justement Bruno Retailleau et on revient. J'étais choqué par votre discours à Marseille, où vous avez dit, devant des Marseillais, je vois des Arméniens, des Comoriens, des Italiens, des Tunisiens, etc. Moi, quand je m'adresse à des Français... je vois des Marseillais... Quand je m'adresse à des Français... Laissez-le vous poser la question. Franchement, issus d'immigration, je ne vois, quelle que soit la couleur de leur peau, que des Français, que des citoyens français. Je pense que la rupture que vous opérez, elle n'est pas tant économique, parce qu'on aura plus de dettes avec vous, parce qu'il n'y aura pas de réforme. Je pense que la vraie rupture, c'est la rupture du pacte civique. Et malheureusement, c'est une forme de communautarisme. Et je pense que la France, ça n'est pas un archipel de communautés. Il ne faut pas renvoyer précisément à leur communauté d'origine des Français qui sont issus de l'immigration, parce qu'on ne peut pas plus d'ailleurs, qu'on ne peut faire aimer la France à de jeunes Français qui s'en tiennent à l'écart souvent, si on désigne leur pays comme ayant commis un crime contre l'humanité. Je vais vous dire, avec moi, la France, elle va conquérir l'avenir. Et je la rendrai plus forte sur le plan économique. Ce sont des mots. Contrairement à ce qu'a fait le Premier ministre François Fillon, qui l'a rendu plus endetté. Mais ce sont avec des mots. 1 million de chômeurs en plus. Ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. Je suis désolé pour vous, c'est la réalité. Chacun vérifiera. La deuxième chose, je suis contre le multiculturalisme, et je l'ai toujours dit. Mais je suis pour l'intégration dans la citoyenneté. Et l'intégration, elle ne nie pas ce que chacun est. Ça n'est pas l'assimilation. Et oui, je peux vous le dire, Bruno Retailleau, avec François Fillon et vous, je ne partage pas
la même vision de ce qu'est la société française d'aujourd'hui et de demain. Moi, je crois à une citoyenneté forte, fière d'elle-même et conquérante. Je crois à une société où chacun a ses droits. Je n'ai pas la même vision de la place de la femme. Je n'ai pas la même vision, en effet, des droits sociaux et sociétaux. Je ne crois pas qu'on ait besoin de retrouver la France des années 50 ou des années 60 pour conquérir le 21e siècle. Mais ça, nous n'avons pas en commun. Je vous le confirme. Ridicule. Et donc, ce que nous n'avons pas en commun. Vous avez raison. Totalement. Vous avez raison. Nous avons un grave désaccord. Nous pensons que l'idéal républicain, il ne s'attache pas à l'origine des uns ou des autres. Que l'idéal républicain, il ne renvoie pas aux communautés d'origine les Français. Quand un Français est français, l'idéal républicain, quelle que soit la couleur de peau, la religion, quelle que soit la condition sociale, c'est qu'on est français. Voilà. Eh bien, j'aimerais que lorsque vous parlez aux uns et aux autres, lorsque vous vous adressez aux Français, quelle que soit leur religion, vous ayez le même rapport à la République et à la laïcité. Or, ça n'est ni le vôtre, mais c'est une accusation absolument infondée. Non, absolument infondée. En permanence vérifiée. Mais ça, on voit la gauche. Et relie. Mais c'est c'est un vieux réflexe. J'ai été en désaccord. C'est le vieux réflexe. Avec Benoît Hamon sur ce sujet aussi. Laissez-le vous répondre. Non, c'est un vieux réflexe socialiste. C'est pas un vieux réflexe. C'est que simplement vous répondre, Emmanuel Macron. Dès lors que vous êtes dans les cordes, vous accusez celui qui est en face de vous de pire des crimes. Mais attendez, excusez-moi de vous dire. Mais bien sûr que si. Mais je suis en train de vous dire. C'est ce que vous venez de faire. Mais je suis en train de vous dire les faits, c'est pas le pire des crimes. Vous proclamez. Vous ne défendez pas la laïcité républicaine. Mais bien sûr que si. C'est vous. Défendez. C'est vous. Puisque vous renvoyez les uns les autres, finalement, à leur communauté d'origine. Mais non, pardon de vous le dire. Quand je vois des Marseillais, je ne vois pas des Comoriens, je ne vois pas des Algériens, je ne vois pas des Tunisiens, je vois des Français. Un point. Mais c'est tout. Voilà, c'était donc Emmanuel Macron et Bruno Retailleau. Badis Khnissa, Mahdi l'a dit, c'est une hypocrisie monumentale. On voit clairement le changement de discours. Absolument, c'est le grand écart opportuniste. Je tiens à rappeler que Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur, qui est censé défendre et promouvoir la cohésion nationale, qui est censé défendre aussi le vivre ensemble, qui est censé aussi défendre tous les citoyens français, notamment, y compris les Algériens binationaux. Or, il les qualifie de Français de papier, je cite. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui ne cesse de stigmatiser justement les citoyens français, donc d'origine algérienne. Mais au-delà de ces postulats, je pense que, et là je reviens un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, le problème de cette secte, que j'ai qualifié vraiment de secte avec un gourou, bien sûr, n'a plus de levier de pression sur l'Algérie souveraine, n'a plus de relais, n'a plus de posture ou de position de force, notamment de rapport de force, pour qu'elle puisse justement, comme il fut un temps peut-être, avoir cette latitude, cette liberté de faire ce qu'elle veut. Donc aujourd'hui, l'Algérie de Abdelmajid Tebboune, comme président légitime, comme président aussi à l'écoute de son propre peuple, qui défend et qui prime l'intérêt du peuple et de l'intérêt de la nation, d'ailleurs où qu'il se trouve, que ce soit sur le territoire, y compris aussi à l'étranger. D'ailleurs, s'attaquer aux symboles de l'Algérie comme la mosquée de Paris, comme les figures, comme Mehdi Guezar, comme d'autres personnes, c'est aussi porter atteinte notamment à ce que l'Algérie est devenue aujourd'hui, cette Algérie nouvelle, cette Algérie victorieuse. Je continuerai tout à l'heure. Exactement, on continue après la pub. Hebdo Show se poursuit pour cette dernière partie. On passe à présent à cette affaire, donc à cette résolution qui a été donc adoptée par le Parlement européen qui s'ingère une fois de plus dans les affaires de l'État algérien en adoptant donc ce jeudi une résolution pour, je cite, condamner l'arrestation et la détention de l'écrivain Boualem Sansal et pour réclamer sa libération immédiate et inconditionnelle. Gamal Labina, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le Parlement européen monte au créneau pour l'affaire Sansal, alors qu'en 15 mois de génocide à Raza, il n'y a rien eu? Tout à fait. C'est intéressant parce que ce Parlement européen a une teinte, là, malheureusement, encore une fois, d'extrême droite. Rappelons quand même que l'extrême droite est très puissante en Europe, que c'est un groupe parlementaire, que ceux qui portent la question sont effectivement les gens d'extrême droite. Je ne parle pas de Sarah Knafo sur les questions de chiffres ridicules, mais effectivement, l'ex-Front National, Rassemblement National, est à la manœuvre. Il faut savoir quand même une chose, c'est qu'à partir du moment où l'Europe est complètement infestée de ce nid d'extrême droite et qu'on a normalisé sa présence, au motif qu'il serait juste nationaliste, ce qui n'est pas vrai, c'est des ethno-nationalistes racistes, eh bien, on est capable de tout. Et là, l'ingérence dans les affaires est intéressante dans la mesure où on parle de quoi? Ce Parlement ose se prononcer, un Parlement, donc il n'est pas là pour ça, normalement, il est là pour voter les lois, mais il ose se prononcer pour une condamnation portée par l'extrême droite dans un pays qui n'a même pas encore entamé une procédure judiciaire.
Il n'y a pas de condamnation. Il est juste contrôlé pour l'instant. Il est mis effectivement en rétention provisoire, ce que fait la France très souvent. Donc, présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Ça se trouve qu'il va sortir blanchi, qui sait. Et le Parlement dit non, mais c'est pas bien, vous n'allez pas le mettre en prison. Il n'est pas en prison. D'accord? Parce qu'il ne parle pas de Georges Ibrahim Abdallah, par exemple. 40 ans de prison, ça aurait été intéressant. Il ne parle pas du monsieur Canac qui est en prison. Il parle pas du patron de Télégramme. Tout à fait, du patron de Télégramme, effectivement, qui lui est en prison sans aucune motivation. Pour l'instant, c'est toujours pas ce qu'il a fait. Hein. Il ne parle pas de tout un tas de prisonniers politiques qui existent un peu partout en Europe aussi, il ne faut pas les oublier, il y en a. Et il vous explique gentiment, l'Algérie, pour donner une leçon de choses, hein, ne doit pas faire et doit libérer cet homme qui est algérien, je le rappelle. Hein. Sa carte française, il l'a obtenue récemment et c'est une manipulation grossière. Donc, moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas le fait que le Parlement européen veuille prendre des positions qui ne lui appartiennent pas. Ça ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est que l'initiative d'extrême droite a été reçue au Parlement européen et que ce groupe est suffisamment puissant aujourd'hui pour pouvoir donner le là. Donc la réponse doit être très simple. Le Parlement, je crois que les Arabes sont en train de parler, d'ailleurs, il me semble, le Parlement arabe. On est en train de dire que c'est la deuxième fois que le Parlement européen commence à donner des leçons à l'Algérie. On n'a pas de leçons à prendre de l'Europe. Quand on voit ce qu'ils ont alimenté comme guerre en Ukraine, on va lever un peu le pied. Aujourd'hui, l'Europe, elle a des problématiques qui sont économiques, qui sont d'acceptation de sa propre configuration en termes démocratiques, puisqu'il y a un déficit de démocratie. Moi, j'ai interrogé le Parlement européen. Pourquoi est-ce que von der Leyen, qui n'est élu par personne, continue à donner des leçons aux Européens? Pourquoi c'est elle qui donne le là? Pourquoi cette femme alimente la guerre en Ukraine alors qu'on voudrait la paix? Pourquoi cette femme va expliquer, parce qu'elle explique beaucoup de choses, par des oukases qui tombent du ciel, comme ce que faisait le communiste à l'époque en Union soviétique, pourquoi donne-t-elle des oukases pour donner les ordres aux États alors que les États sont censés en Europe être des États souverains? La question est à poser. Donc si Mme von der Leyen et son Parlement décident de donner les leçons à l'Europe, ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent chez eux, mais pas à l'Algérie. Très bien. Alors pour revenir à l'affaire Boualem Sansal, je vous propose de regarder cette vidéo, le traitement donc de médias alternatifs, le Média Blast, qui revient donc sur cette affaire. Aujourd'hui, on va revenir sur l'extraordinaire séquence médiatique qui s'est ouverte à la suite de l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il y a beaucoup de choses qui se sont jouées là, dans les médias français, et c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Boualem Sansal, vous le connaissez peut-être pas, mais si vous avez regardé la télé ou écouté la radio ces derniers jours, vous l'avez peut-être découvert à l'occasion de son arrestation en Algérie, donc. Et vous avez forcément entendu cette phrase « On n'emprisonne pas Voltaire ». Alors c'est une phrase de De Gaulle, elle a été répétée sur tous les tons dernièrement. Donc Boualem Sansal, vous vous êtes peut-être dit, c'est une sorte de Voltaire. Puis après, vous avez peut-être vu que c'est surtout les médias de droite et d'extrême droite qui en parlaient beaucoup de cette histoire-là, et vous vous êtes peut-être demandé, c'est quel genre de Voltaire, en fait, finalement? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, commençons par dire qu'une procédure pénale a été ouverte contre lui en Algérie pour atteinte à l'unité nationale et aux institutions de l'État. Sa disparition a été soudaine et depuis, cet homme de 75 ans ne donne plus de nouvelles. C'est inquiétant. C'est inquiétant évidemment parce que si on est un tant soit peu attaché à la liberté d'expression, à l'état de droit, on ne peut que condamner cet embastillement soudain. D'ailleurs, toute la classe politique a demandé sa libération. Il y a eu des tribunes, il y a eu des soutiens de partout, de la gauche à la droite. Ouais, même des insoumis? Ah oui? Oui, bon, ok. Apparemment, ce que le régime algérien reproche à Boualem Sansal, ce sont ses propos que l'écrivain a tenus en octobre, notamment sur la colonisation française. La France n'a pas colonisé le Maroc, pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Mais coloniser un État, c'est très difficile. Voilà, donc c'est violent pour l'Algérie, qualifié de petits trucs sans histoire qui méritaient presque d'être colonisés. Voilà, Mahdi, l'affaire Boualem Sansal a mis un peu de l'huile sur le feu concernant les relations entre l'Algérie et la France. Quelle est l'ampleur aujourd'hui de la crise diplomatique entre Alger et Paris? Est-ce qu'on peut la comparer à la crise interne profonde que traverse la France politiquement, économiquement et financièrement? Écoutez, ce qui est très important à savoir et à redire sur ce plateau, c'est que la France a une souveraineté politique, économique et sociale, et que l'Algérie veut également avoir sa souveraineté politique, économique et sociale, tout comme la France. Nous parlons de deux pays et ils doivent se parler d'égal à égal. Il n'y a pas le colon et le colonisé, ça n'existe plus depuis 63 ans. Une certaine frange politique n'arrive pas encore à se mettre ça dans son disque dur. Donc quand on donne des instructions à une justice souveraine qui est la justice algérienne, je ne me souviens pas, j'ai 40 ans, je ne me souviens pas, une fois, en tout cas de mes 40 ans et dans l'histoire que j'ai lue dans les différents livres, une fois l'Algérie avoir courbé les chines. L'Algérie ne courbera pas les chines, ne courbera jamais les chines. Donc c'est très important de remettre les choses dans leur contexte et de dire les choses telles qu'elles le sont. Il faut savoir une chose, c'est que Boualem Sansal est algérien. Oui. Qu'ils veuillent l'entendre ou qu'ils ne veulent pas l'entendre. Il est algérien. Il a vécu 99,9% de sa vie en tant qu'Algérien, uniquement algérien. Donc, il se conforme aux lois
de l'Algérie quand il est en Algérie. Quand il est en France, il est républicain, donc il se soumet aux lois républicaines. Quand Gamal, Badis ou moi, nous nous déplaçons à l'étranger, nous nous soumettons aux lois du pays où nous sommes. C'est quelque chose de logique. Mais quand un Algérien est en Algérie, il se soumet aux lois du pays. Et l'Algérie, les juges algériens ont décidé de le mettre en examen pour différents faits qui lui sont reprochés. La justice travaillera, tranchera, jugera, parce qu'elle est là pour ça, en son âme et conscience, et avec le plus grand pragmatisme qui est connu par la justice algérienne. Pas plus, pas moins. Mais nous n'avons de leçons d'ordre ou de désirata de recevoir de personnes. C'est très important. Effectivement, Mahdi a raison. Mme Sassal était cadre pendant très longtemps au ministère de l'Industrie. Et il est cadre supérieur. Cadre supérieur, et il était parti en retraite avec l'argent de l'État algérien. Et donc c'est un citoyen algérien poursuivi par la justice algérienne. Peut-être qu'il va l'innocenter, qu'il va le libérer, qu'il va le condamner. Il est innocent jusqu'à son jugement. Attention, innocent. Il faut le savoir le dire. Et donc, nous sommes une justice souveraine. Mais nous sommes une justice impartiale. Donc il est présumé innocent jusqu'à son jugement. Absolument. Pardon, Gamel, il a des avocats qui travaillent dans le cadre de la loi algérienne. Il y aura un procès. Il y a une enquête qui est menée pour ses déclarations et ses propos, tenus notamment contre les frontières historiques de l'Algérie, contre l'intégrité territoriale de l'Algérie, etc. Et donc il n'y a aucun État étranger qui pourrait donner un ordre à l'Algérie pour dire libérer tel écrivain ou tel prisonnier, comme l'Algérie ne peut pas s'autoriser, parce que l'Algérie respecte le droit international, ne s'ingère pas dans les affaires des autres États, de donner un ordre à un autre État de dire vous libérez tel ou tel prisonnier. Donc je pense que l'affaire Mme Sassa, si vous permettez, Nouhel, c'est juste un prétexte. Ça alimente les autres prétextes. Tantôt c'est les accords de 1968. Et à ce propos, il faut rappeler que si on abandonne les accords de 1968, qui est un accord international, qui n'est même pas relève même pas des prérogatives du ministre de l'Intérieur français. C'est absolument, il est supra. Ça relève du chef d'État français. Si on abandonne cet accord, présenté comme un accord qui donne beaucoup de privilèges, notamment pour les étudiants, le droit commun pour les étudiants est beaucoup plus avantageux que les accords de 68. Si on abandonne cet accord, on reviendra aux accords de Lyon, c'est-à-dire la libre circulation des personnes. Ça veut dire que les Algériens peuvent partir en France sans visa. Et que les Français peuvent venir. Est-ce que les Français sont capables d'accepter cet accord? C'est une grande question. Donc il y a beaucoup de, comme l'a dit souligné Mahdi, il y a des mensonges, il y a des fake news, il y a n'importe quoi. On parle tantôt de l'aide au développement, tantôt c'est vraiment un discours où il y a beaucoup de capouillage. Même le téléspectateur ou le lecteur français, parfois, il est perdu. Et c'est une stratégie, en fait. C'est une stratégie qui répond à un seul objectif, c'est d'attaquer l'Algérie, détourner l'attention des Français sur les crises internes. La France est un pays super endetté, 3 400 milliards d'euros. Il y a les agriculteurs qui réclament leurs droits. Il y a eu à un moment donné les gilets jaunes. Il y a des problèmes dans l'industrie. Il y a un déclin industriel. Il y a des problèmes, des réformes qui ne fonctionnent pas. Il y a des problèmes sociaux. Il y a beaucoup de problèmes internes. Et quand on invente donc l'ennemi extérieur, la théorie de l'ennemi extérieur, ça permet de botter en plus et de partir autre chose. Mais il y a un truc, moi j'en ai marre d'entendre parler de ce personnage. Je veux dire, l'interview qu'il a donnée. Je parlais de Retailleau. Non, ça ne m'intéresse pas, je parle de Sansal. Je veux dire, le type me débecte depuis 20 ans. D'abord, il s'est gavé pendant des années, il était payé aux frais de la princesse algérienne, d'accord? Ensuite, monsieur fait quoi? Parce que ça va, on découvre l'extrême droite recycle Voltaire maintenant, c'est pas mal comme blague. Voltaire, ouais. Donc ça c'est une plaisanterie. Si lui c'est à Voltaire, alors à ce moment-là, Julius Reicher, qui était donc le président qui avait fait un magazine qui s'appelait Stürmer, une horreur, un nazi, lui aussi c'est Voltaire, on peut y aller. L'extrême droite nous explique que Sansal et Voltaire. On va rappeler qui il est quand même, parce que ça va 5 minutes la blague. D'abord, quand il fait cette interview, c'est dans un média d'extrême droite, Frontière, ça va. Tous ses copains, c'est Zemmour. C'est Knafo, c'est toute cette racaille d'extrême droite. Et je dis racaille parce que c'est le terme que j'utilise pour l'extrême droite. Ensuite, M. Sansal écrit un bouquin magnifique en 2008. Écoutez le niveau de haine et de honte du personnage. Il écrit Le village allemand dans lequel il assimile des Allemands, nazis donc, SS, qui viennent d'Europe, se réfugient chez nous dans les pays arabes, et distille
leur idéologie nazie, à telle enseigne qu'il finit par dire dans ce livre, et il le dit même en interview, que les Algériens, alors ce qu'il appelle la Shoah, donc l'Holocauste, le vrai terme, la Shoah c'est un terme israélien, donc j'utilise le terme consacré par le monde anglo-saxon, l'Holocauste, donc cette horreur qui a été faite en Europe contre ces malheureuses populations juives, eh bien les Algériens, ça ne les intéresse pas. Mais oui, parce que quand on n'a pas de cerveau comme M. Sansal qui se prend pour un génie, on oublie que la centralité historique de l'Holocauste européen ne concerne pas le pays du Sud. Ça ne leur parle pas, comme en Inde, comme en Chine, parce que c'est une question européenne. Et deuxième chose, il va faire l'amalgame en Moudjahidine et nazi. Et c'est ça qu'il dit dans son bouquin. Donc il est fait une fois, puis deux, puis trois, et du jour au lendemain, il est adoué par la France pour le protéger, on le naturalise. Il n'est pas français. La naturalisation, c'est un acte spécifique. Il n'est pas né français. Il n'est pas de parents français, il n'est donc pas français. C'est juste un badge qu'on lui met là. Donc moi, je veux bien qu'on le défende, ce monsieur. Il a été insultant. Il vient en Algérie, il connaît la loi, il ne va pas les faire à l'envers. Et il vous dit quoi dans cette interview immonde? Mais vous savez, les grands pays comme le Maroc, qui n'ont jamais été colonisés. Bon, déjà, il ne connaît pas l'histoire. L'Espagne, le Maroc, la France, l'Angleterre, le Portugal. Il y a encore des territoires, toutes les îles espagnoles, toutes les îles marocaines sont tenues par l'Espagne. Ceuta et Melilla, c'est les Espagnols. Bon, ils ne sont pas colonisés. Et surtout, il explique quoi? Les autres pays qui ont été colonisés, c'est rien. Là, on se dit, mais c'est qui ce fou? Et il finit par dire quoi? L'ouest de l'Algérie appartenait aux Marocains. Oui. On se demande pourquoi ils n'ont pas défendu quand les Français en sont arrivés. Et l'est de l'Algérie, la Tunisie. C'est une remise en cause de l'État-nation algérien. Si les Français, on leur disait, l'Allemagne doit récupérer l'Alsace et la Lorraine, il dit ça, il ne va pas rester longtemps en liberté. Donc moi, je veux bien tout entendre, mais ça va 5 minutes avec ce monsieur. Il n'est absolument pas défendable. Après, il doit être défendu par des avocats, entendu par la justice et s'expliquer, c'est tout. Moi, très bien, alors... Je pense très sincèrement que c'est un contre-feu terrible. Moi, je vais être très honnête avec vous et autour de la table. Je ne connaissais pas ce monsieur. Je n'avais jamais lu un livre de ce monsieur. Ce n'était pas quelque chose enfin, c'est pas une personne que je connais ou que j'ai suivie. Mais en fait, quand tu vois les personnes qui le soutiennent, ouais, c'est ça qui pue. Tu comprends qu'il y a une rage de l'Algérie qui est dans tous ses soutiens. Ouais. Donc à un moment, il faut savoir se poser les bonnes questions. Encore une fois, nous avons une justice souveraine qui fera son travail dans la plus grande des transparences et de clarté. Nous attendons les résultats de cette instruction. Mais pourquoi déchaîner tant de haine envers son pays où tu as grandi, vécu, où tu as eu un poste de fonctionnaire d'État supérieur, où tu as vécu pendant 70 ans de ta vie, sur 75 ans, je crois, ou 80. Je trouve ça juste abject. Très bien. Alors, je vous propose maintenant d'écouter, donc de regarder plutôt cette vidéo. On voit que Boualem Sansal conforte le mythe du grand remplacement que promeut l'extrême droite. Normalement, dans les médias français, on pouvait dire que ça et on devait s'arrêter là, mais nous, on va pas s'arrêter là, on va développer un petit peu, parce qu'on est entre nous, c'est intéressant comme sujet. Ah bah oui, déjà, c'est quoi cette interview? C'est quoi ce média? À qui il parlait, là, Voltaire? Eh bien, il parlait à Frontières, un média d'extrême droite que vous connaissez peut-être sous son ancien nom, Livre Noir. C'est vraiment le repère de l'extrême droite la plus radicale. Et attention, Boualem Sansal n'était pas là par hasard, puisqu'il est mentionné sur le site comme faisant partie du comité d'experts du journal. Il est dans l'équipe, quoi. Et on comprend pourquoi si on écoute ce qu'il dit quand il est invité dans les médias de droite. Écoutez ce qu'il disait par exemple à Alexandre Devecchio dans le Figaro sur l'islamisme. On parle d'islamisme, c'est une façon d'édulcorer le problème. La civilisation, c'est pas l'islamisme. La civilisation, c'est l'islam. En France, vous le savez, on lutte contre les islamistes. Il y a eu le terrorisme et tout. Et puis depuis, pour nous, les islamistes, c'est beaucoup de monde quand même. C'est évidemment Al-Qaïda, Daesh, le Hamas, les frères musulmans. Il y a des islamistes aussi en Algérie. Il y a des islamistes. Mais bon, tout ça, c'est les islamistes. Vous voyez, pour nous, c'est pareil. Oui, voilà, ça c'est l'islam politique, c'est l'ennemi, on a le droit de dire ça. Et puis en face, il y a le bon islam, celui des musulmans discrets, l'islam pas politique, le gentil islam de l'imam Chalgoumi par exemple. Donc nous, on est habitués à faire cette distinction-là. Il y a l'islam, bon, c'est vrai, on a le droit d'être musulman dans ce pays, il faut faire ça discrètement, mais on a le droit. Et puis à côté, il y a l'islamisme. Alors là, attention, tu peux être fiché S, tu peux te faire réveiller à 6h du matin, c'est les règles, c'est la République. Et en fait, même au Rassemblement National, on respecte un peu cette distinction. Mais Boualem Sansal, il va plus loin quand il parle des islamistes. L'islam veut agrandir la maison d'Allah, la Oumma. Et l'agrandir, c'est pas en tuant les gens, c'est en les convertissant, de gré ou de force, évidemment. Voilà. On reviendra effectivement plus tard au sujet du grand remplacement ou de la grande conversion au choix. Au choix, hein. Vous connaissez le grand remplacement, et Boualem Sansal, il parle de la grande conversion. Ça nous pose.
C'est bon, donc Badis, vous parlerez de votre sujet tout à l'heure. On revient donc à l'actualité. Une autre vidéo que je voudrais que l'on regarde ensemble, si vous le voulez bien. Il y a de hauts responsables militaires français qui ont reconnu donc les crimes de génocide perpétrés par l'armée coloniale en Algérie. Ils évoquent le courage et l'abnégation du peuple algérien durant 132 années. On écoute et on revient. Confession du cœur de la France. Les généraux, politiciens et journalistes français sur la résistance algérienne. Général Jacques Massu, commandant des forces françaises en Algérie. J'ai combattu les Algériens dans les batailles et j'ai trouvé en eux des adversaires redoutables. L'Arbi Ben Midi était un chef exceptionnel. Si j'avais eu des hommes comme lui, j'aurais conquis le monde. Les Algériens sont un peuple qui ne connaît pas la soumission et leur résistance n'est pas ordinaire, elle fait partie de leur identité. Général Paul Ossarès, chef du renseignement français. Nous avons utilisé la torture, c'était une décision militaire. Mais je reconnais que les Algériens ne se sont jamais brisés. Ils étaient prêts à sacrifier tout pour leur liberté. Je n'affrontais pas seulement des combattants, mais un peuple entier qui se battait pour sa dignité. Alexis de Tocqueville, philosophe français. Nous menons une guerre plus barbare que celle que mènent eux-mêmes les Arabes. Nous brûlons les villages et tuons des innocents. Général Thomas Robert Bugeaud, gouverneur militaire de l'Algérie. Nous avons affronté une résistance farouche en Algérie. Ce peuple n'est pas comme les autres. Ils ressemblent aux montagnes dans lesquelles ils vivent. Ils ne peuvent pas être facilement brisés. Nous avons tenté de les écraser par la force, mais ils se relèvent toujours. Général Chansonnière. En Algérie, j'ai vu un peuple résister avec un courage sans pareil. Les hommes, les femmes et les enfants faisaient tous partie de cette résistance. Leur lutte n'était pas seulement une guerre, c'était une question de vie ou de mort. Ils m'ont appris ce que signifie la véritable dignité. Charles de Gaulle, président de la France. Les Algériens ne sont pas un peuple qu'on peut gouverner par la force. Ils ont prouvé au monde qu'ils étaient une nation vivante, qui ne tolère pas l'injustice ni l'esclavage. Lorsque j'ai proclamé leur droit à l'autodétermination, je savais que je faisais face à un peuple grand qui mérite sa liberté. Pierre Mendès France, Premier ministre français. La France ne peut pas garder l'Algérie par la force. Les Algériens sont déterminés à obtenir leur liberté, et je crois que prolonger la guerre nous ferait perdre plus que nous ne pourrions gagner. Nous devons reconnaître leur droit à l'indépendance. Général de la Bollardière, officier français. J'ai vu en Algérie une résistance que je n'ai jamais rencontrée ailleurs. Ils combattent non seulement avec leurs armes, mais avec leur cœur et leur foi en la justice de leur cause. Ce peuple ne peut être soumis. André Malraux, écrivain et ministre français. L'Algérie n'est pas une colonie ordinaire. C'est une patrie pour un peuple qui refuse d'être gouverné par d'autres. Ils se battent pour leur liberté et rien ne pourra les arrêter. Jean-Paul Sartre, philosophe français. Le peuple algérien ne résiste pas seulement à la colonisation, il résiste à l'effacement de son identité. La guerre d'Algérie a été pour moi un moment de compréhension plus profonde des mécanismes du pouvoir. Michel Foucault, philosophe français. En Algérie, j'ai vu que la colonisation ne se limitait pas à une occupation militaire, mais qu'elle impliquait aussi une occupation culturelle et politique. Le peuple algérien ne résistait pas seulement à la colonisation, il résistait à l'effacement de son identité. François Mitterrand, président français. En Algérie, il était clair que le peuple algérien luttait pour sa liberté. Francis Johnson, écrivain français et militant contre la colonisation. Les Algériens ne se battent pas seulement pour leur terre, mais pour leur existence même. La guerre d'Algérie a été leur guerre pour l'indépendance face à un colonialisme insupportable. André Leroy, journaliste français. Pendant la période coloniale, j'ai vu comment le peuple algérien refusait de se soumettre. La résistance algérienne se manifestait à chaque coin de rue, dans chaque village et ville. C'était une guerre pour la dignité. Si Confession souligne la résistance inébranlable du peuple algérien face à l'occupation française, un peuple qui a toujours été au cœur d'une lutte pour la liberté et la dignité. Badis Khnissa, très rapidement, il ne nous reste pas très longtemps. Alors heureusement que certains Français reconnaissent les horreurs de la colonisation française à l'époque. Tout comme aujourd'hui, il y en a qui critiquent cette campagne de désinformation que subit l'Algérie et qui fustigent l'extrême droite. Tout à fait. J'ai envie de vous dire que la France n'est pas la France de Retailleau. Retailleau ne représente pas tous les Français.
heureusement, au même titre que l'extrême droite. Encore une fois, je me répète, je persiste et signe, c'est que cette sous-traitance de la diplomatie un peu désinvolte, irresponsable, irrespectueuse, complètement à l'opposé d'ailleurs d'une certaine diplomatie que nous avons connue de l'époque de Chirac à titre d'exemple, de Villepin par exemple, n'en est rien, c'est qu'elle est aux antipodes. Et d'ailleurs, souvent, comme je disais tout à l'heure, au-delà des leviers ou des relais de pression qu'ils souhaiteraient avoir notamment, il y a aussi cette accointance, et si vous me permettez, j'aimerais revenir sur un point très, très important dans ce débat, qui est, il ne faut pas perdre de vue que c'est un projet de ce que j'ai qualifié de coaliser des haineux, notamment, que ce soit l'extrême droite, que ce soit les frustrés opportunistes, notamment en matière de politique, et là je rejoins, je parle de Retailleau bien sûr, mais au-delà de cela aussi, il y a une tierce force obscure, notamment des officines, qui est le Makhzen. Rappelons-le que le point de départ, effectivement, était cette reconnaissance irresponsable d'un point de vue de droit international. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une incointance et une collusion caractérisée, encadrée, structurée pour justement nuire à l'image de l'Algérie, une Algérie forte, une Algérie puissante, une Algérie qui plus est, comme on disait tout à l'heure, qui, au lendemain de sa présidence tournante, notamment du Conseil de sécurité, n'a cessé de subir, faire l'objet d'attaques. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que Marine Le Pen, accessoirement, est présidente aujourd'hui du groupe d'amitié franco-marocain. C'est symptomatique, effectivement, de cette collusion, de cette connivence. Et je finis, si vous me permettez, rapidement, juste pour mettre en exergue ce que j'ai qualifié je dirais de contradiction, notamment, et surtout de cette géométrie variable, tant pour l'humanisme, puisqu'on parle d'instrumentalisation d'un point de vue d'un aspect humanitaire, notamment pour le Sensal, mais aussi cette géométrie variable en matière d'ingérence, notamment dans la justice algérienne. Je prends juste un exemple. 1658, c'est le nombre de Français détenus dans des prisons à travers le monde. 1658, dont on n'a même pas évoqué ni le nom, ni fait cette campagne de vendetta contre un État souverain. 1658 Français, parfois, qui sont dans des geôles de pays qui ne reconnaissent même pas le droit humain. Même pas. Hamouri qui était en prison, ça a été à titre d'exemple. Et je conclue avec un exemple très concret pour mettre en exergue encore une fois cette approche à géométrie, cette ingérence à géométrie variable, si vous me permettez. Il y a l'exemple de Sébastien Raoul. Sébastien Raoul, c'est un jeune de 23 ans qui s'est fait arrêter en juin 2022 au Maroc, je précise, au Maroc, et qui risquait une peine à perpétuité, notamment parce qu'il était hacker. Et là où je veux en venir, je prends deux déclarations très importantes pour illustrer au fait mes propos, mais surtout pour que nos auditeurs comprennent, nos téléspectateurs comprennent un peu où je veux en venir. L'avocat, à l'époque, c'est une affaire récente, donc à ce jour, elle est en cours encore. Nous estimons que Sébastien Raoul n'a pas simplement été abandonné par la France, mais qu'il a été sacrifié. Et par opposition, on entend quoi comme déclaration du ministre des Gardes des Sceaux de l'époque, que je ne citerai pas? La justice marocaine est une justice souveraine et indépendante, avait rétorqué le ministre. Et dans la continuité, cette affaire nous concerne puisqu'il s'agit d'un ressortissant français extrêmement jeune qui encourt aux États-Unis une très lourde peine de prison. C'est pour vous dire effectivement que ce n'est pas Sensal qui aujourd'hui est important aux yeux de cette phalange notamment. C'est aussi ce qu'il incarne à travers lui comme instrumentalisation pour justement nuire encore une fois et à la justice et à la décision politique et à la souveraineté. Et je conclus, l'Algérie ne demande qu'une seule chose. L'Algérie est attaquée aujourd'hui. L'Algérie demande qu'on respecte sa souveraineté. L'Algérie n'a pas à se défendre puisqu'elle n'a rien demandé. L'Algérie souhaite qu'effectivement qu'il y ait des relations d'État à État, d'égal à égal, sans condescendance, sans asservissement, sans mise sous tutelle, sans prisme néocolonialisme comme certains veulent toujours le voir. Très bien, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Mahdi, on revient un petit peu sur cette information. Dans l'Iowa, est-ce que vous le saviez, il y a une ville qui porte le nom de Kader en hommage au grand résistant et humaniste algérien, l'Amir Abdelkader. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de reconnaissance du combat des Algériens par les Américains? Écoutez, les Algériens sont connus à travers le monde d'être des résistants et d'avoir combattu pour la liberté de leur peuple et de leur terre. Ce qui est important également, c'est qu'il ne faut pas être non plus trop focus sur les relations bilatérales entre la France et l'Algérie. Ce n'est pas ce qui doit faire la semaine des Algériens ici. Pourquoi je vous explique ça? Parce que l'Algérie a d'excellents rapports
avec tout le monde. Elle a d'exceptionnels rapports avec les grands de ce monde que sont la Russie, la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, où nous avons des rapports également très poussés, l'Angleterre, exactement, la Belgique, l'Espagne, où nous avons justement, après cette petite querelle de quelques mois en 2022, repris des relations bilatérales exceptionnelles. Donc ne faisons pas d'un cas, d'une relation bilatérale entre deux pays, une généralité. Moi, je suis très content d'avoir une diplomatie forte, une diplomatie algérienne qui est puissante. Et je vous le dis, et je pense qu'on le sait tous, sans vouloir faire de blagues, la salle d'attente du président de la République, Abdelmajid Tebboune, elle est remplie. Croyez-moi qu'il se bouscule à la porte pour venir le voir ou pour le recevoir. Je dis ça, je dis rien. Ce que agace Mahdi, justement, l'ex-puissance coloniale, parce que la France est une ex-puissance coloniale qui n'a jamais accepté que l'Algérie peut avoir des rapports équilibrés, des rapports de respect avec l'ensemble de la planète, parce que le principe et la doctrine de la politique extérieure de l'Algérie, c'est d'avoir des relations équilibrées et diversifiées avec l'Inde, avec la Chine, avec l'Iran, avec la Russie, avec les États-Unis, etc. Et effectivement, le tête-à-tête algéro-français qu'on veut imposer de l'autre côté, je pense qu'il faut en sortir définitivement. La preuve aussi, excuse-moi Nouhed, excuse-moi Faisal, la preuve est très importante, c'est que la vidéo sur les témoignages des généraux français démente catégoriquement ce qu'on est parti dire au ministre de l'Intérieur, que l'Algérie ne répond qu'à la force. L'Algérie ne répond qu'à ses valeurs, à ses principes, dans les lois qui la régissent. Et l'Algérie ne s'introduit pas dans la souveraineté des gens et restera toujours dans le respect du droit international. Mais si un pays, quel qu'il soit, veut utiliser la manière forte pour combattre l'Algérie, il se met le doigt dans l'œil. Très bien, merci. Merci à tous pour cette émission. Je tenais juste à rappeler que le jeune sénateur John Fitzgerald Kennedy avait apporté le 2 juillet 1957 son soutien à l'Algérie et à son indépendance. Voilà, je pense qu'il était important de rappeler cette information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention ce soir. Rendez-vous samedi prochain. Merci.